Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque d'accastillage qui équipe tous les bateaux de course, des mini aux ultimes en passant par les Figaro, les Classe 40 et les IMOCA. Après les poulies, les emmagasineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winches. Des winches innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique, et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 30 nœuds de vent, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver qui ouvrira mi-septembre à Lorient-la-Base. Bonjour Yann Richaume. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce 8e épisode de Into the Wind, le podcast de Tip & Shaft. On est dans ta salle à manger, chez toi, dans une petite maison de l'Arbor Plage. On ne va pas donner l'adresse comme d'habitude. On a déposé nos enfants respectifs au centre aéré et à la crèche avant de se retrouver en cette matinée de juillet. C'est bon, on est tranquille. Voilà, exactement. Et alors du coup, raconte-moi, c'est quoi le quotidien en plein mois de juillet d'un double vainqueur de la solitaire du Figaro ? Est-ce qu'on se repose sur ses lauriers ? Est-ce qu'on répond aux coups de téléphone des sponsors qui se précipitent en masse ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je crois pas que les sponsors se précipitent en masse, hélas. C'est souvent la réflexion qu'on me fait après les victoires, mais je t'avoue que voilà, on est en train d'essayer de monter la suite. On essaye de participer au prochain Vendée Globe en 2020, et voilà. Donc, comme tu peux comprendre, on est dans les derniers mois où c'est encore possible de lancer un projet, et on essaye de tout ficeler pour la fin du mois. Donc là, on est plutôt bien occupé. Donc pas de récup ? Très peu, ouais. J'ai dû faire 2 après-midi de sieste et pourtant je suis encore bien cramé, je t'avoue. Mais là, on joue la carte des prochaines années, donc il n'y a pas moyen qu'on lâche en ce moment. Donc faut tenir encore ? Ouais, oui, encore 2-3 jours, je pense. À la fin de la semaine, on aura tout envoyé, tout sera terminé et puis on pourra quand même prendre un petit peu de temps. Mais en fait, j'enchaîne rapidement avec Damien Seguin dès la semaine prochaine en IMOCA pour d'abord préparer le Fastnet et ensuite préparer la Transat Jacques Vabre. D'accord, donc là on précise, on est en train d'enregistrer le 17 juillet, pour les gens qui écouteront le podcast un peu plus tard. Donc tu parles des entraînements, les premières sessions d'entraînement de Port-la-Forêt, qui va accueillir des entraînements en IMOCA pour la Jacques Vabre, c'est bien ça ? Ouais, ça va être très rapide, il y a juste un petit entraînement plus qu'on voyage pour aller faire le Fastnet, début août. Et puis ensuite on reprendra des stages fin août, septembre et tout ça jusqu'à la Jacques Vabre qui part le 27 octobre. Donc il y a une petite pause quand même au milieu du mois d'août, tu vas réussir à récupérer un petit peu ? C'est ça, je crois qu'il y a 10 jours au milieu du mois d'août et il y a une semaine fin septembre aussi où on a réservé un petit peu de temps, mais c'est vrai que voilà, les vacances souvent pour nous c'est plutôt l'hiver. D'accord. Alors du coup, on a compris que physiquement, c'était le temps de la récup n'était pas encore arrivé. On a compris qu'intellectuellement, ton quotidien était tourné vers la recherche de sponsors et le montage de projets du Vendée. Mentalement ou psychologiquement, est-ce que quand même les jours qui suivent une solitaire du Figaro qu'on a gagnée, et pour la deuxième fois, est-ce qu'il y a quand même une forme de sérénité, on déguste, on apprécie ? Je sais pas, il y a ton canapé derrière quand tu prends ton petit café à 14h. Est-ce qu'il a meilleur goût que les fois d'avant ? Est-ce que tu arrives à apprécier quand même ? Voilà, c'est ça. Oui, et à la fois, j'ai l'impression que non, parce qu'on est toujours en quête de plus, en fait. Et alors, pas forcément que au niveau résultat, mais surtout, moi, je vise d'avoir un projet stable et avec un sponsor qui me suit sur la durée. Donc, j'ai un peu l'impression que tant que j'ai pas ça, je serai pas vraiment rassasié. Mais oui, il y a quand même le goût du travail. C'est l'insécurité qui te Ouais, qui pèse. si tu veux, tous les 3 mois, je ne sais pas ce que je fais. Donc là, dans 3 mois, je ne savais pas que je faisais la solitaire du Figaro. Je l'ai fait, je la gagne. Super, génial. J'ai le plan donc, avec Damien pour la Jacques Vabre, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver, le 15 novembre. Pour l'instant, je n'ai rien à suivre. Donc, je suis toujours dans l'incertitude. Le problème, c'est que à la longue, c'est forcément un peu usant. Et à la fois, on est challengé en permanence et c'est aussi plaisant. On a
un peu des missions commando tous les ans ou tous les 2 ans qui tombent. On ne sait jamais trop comment, c'est un peu le hasard. Et je dois dire que c'est aussi quelque chose que j'aime. Donc, voilà. Faut trouver la balance entre la sécurité et les opportunités, quoi. C'est ça. Faut pas non plus, j'ai pas envie de trouver un sponsor et me reposer et juste faire des vacances et aller faire du surf entre les différents tournages de vidéos. Mais je veux aussi voilà, être challengé en permanence et c'est ça que j'aime. Et je pense que le jour où j'aurai plus ça, franchement, ça m'intéressera plus. Donc, je vais toujours me garder une petite part de challenge, ouais, c'est sûr. Alors, tu dis on est en train de monter, d'envoyer les derniers dossiers avant la fin de la semaine pour le projet Vendée Globe. Quand tu dis on, raconte-nous un petit peu comment tu t'es organisé, parce que on se croise assez souvent et je vois bien ce que c'est que la recherche de sponsors. Avant, tu travaillais tout seul et maintenant, tu es encadré par l'équipe d'OC Sport. Oui, alors voilà, j'ai repris la recherche de sponsors à la sortie du programme Massif, donc fin 2016, pour monter mon projet Vendée Globe. J'avais un réseau qui était devenu faible, on va dire, voire quasi inexistant. Et il a fallu que je reconstruise ça. Et honnêtement, j'ai mis à peu près 3 ans à y arriver. C'est très long. J'ai aujourd'hui des gens que je peux appeler, des gens qui servent un petit peu de rabatteurs, qui me trouvent des idées, des contacts, qui me présentent à des entreprises. Et là, j'ai un vrai réseau qui est actif en ce moment. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que je faisais ça tout seul dans mon coin, aidé par ma compagne Margot, c'est vrai, de temps en temps, et de la famille, mais globalement tout seul. Et alors comment tu fais concrètement quand tu dis je me suis reconstruit un réseau pour tous les jeunes qui écoutent ce podcast et qui cherchent des sous pour faire du bateau? Ça part du réseau qui est familial. Souvent, on en fait le tour assez rapidement. Hein. On n'a pas non plus un cercle hyper étendu dans les entreprises, mais en fait de contact en contact, on en rencontre un qui nous dit voilà, je vais te présenter à machin, je vais te présenter à truc et voilà, et on se construit doucement une petite toile d'araignée et de temps en temps il y a un de ces fils qui prend un peu mieux que les autres et voilà, et puis de temps en temps on creuse des pistes et des pistes et des pistes à droite à gauche, on en parle et voilà, on sait jamais où un rendez-vous va nous mener et franchement il y a des rendez-vous qui sont absolument surprenants et surtout je trouve cette partie-là du job très intéressante mais elle est dure, on se prend forcément beaucoup de portes, il y a pas mal de pistes qui se referment et puis aussi pas mal de gens qui réalisent pas très bien le potentiel des projets qu'on a et ce qu'ils apportent. Donc c'est à nous de bien les vendre et on reste les meilleurs vendeurs de nos projets. Donc c'est un sujet sur lequel je ne souhaite pas décrocher, c'est la recherche de sponsors parce que je pense que c'est ce qui m'aidera pour les années à venir. Même si on en trouve un cette année, on n'est jamais sûr que ça durera 5-10 ans. Donc il ne faut jamais décrocher, je pense, de cette recherche et de ce réseau. Cette partie-là, à la fois la recherche de sponsors et la gestion de projet, tu en as souvent parlé, on sent que c'est quelque chose qui t'intéresse et dans lequel tu t'investis beaucoup, en tout cas plus que beaucoup de coureurs. Il y a un côté entrepreneur de la voile qui te séduit? Oui, j'ai clairement un profil d'entrepreneur parce que même en dehors de la voile, je rêve d'un jour monter mon entreprise et de développer mon idée et tout. Donc je l'ai toujours dit, moi je suis tombé dans la voile de compétition presque par hasard, mais du coup ça veut aussi dire que voilà, si ça se passe pas bien ou que je trouve une idée un jour, je suis prêt à partir monter mon entreprise. Et à la fois, je trouve que voilà, le challenge est hyper passionnant et tant que j'y arrive, j'ai envie de progresser. Donc j'ai pas du tout l'intention d'arrêter demain mais le montage de projet en soi m'intéresse beaucoup, la recherche, la cohésion qu'on peut avoir avec les entreprises et puis même juste les rencontres que je peux faire avec des chefs d'entreprise qui sont passionnants de temps en temps, c'est génial et je pense que ça apporte un plus au challenge, quoi. C'est un plus intéressant, ça le rend plus intéressant. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. On va justement repartir. Tu connais le principe de ce podcast. On va repartir en arrière. On va faire le fameux flashback habituel. On n'a pas répondu à la fin de ta question. C'était quoi la fin de ma question? Tu as dit là, j'étais tout seul, mais maintenant je suis plus tout seul. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Alors, pour expliquer, parce que tout à fait. Grâce au départ de Charles Caudrelier, en fait, du Hub, donc qui est globalement l'ancienne équipe Dongfeng sur lequel OC Sport, l'organisateur d'événements, souhaite construire une écurie de course.
j'ai, grâce à son départ, eu la place sur le Figaro, mais globalement aussi eu la place dans l'écurie. Et je suis arrivé dans cette écurie avec mon projet Vendée Globe 2020. Et du coup, maintenant, je suis aidé dans ma quête de sponsoring par toute une équipe on va dire de commerciaux, globalement, qui m'aident à démarcher les sponsors et à s'occuper des contrats, etc. et de toute la démarche commerciale qui va autour. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup mieux entouré qu'avant. Et puis entre-temps, en fait, entre le moment où tu rentres au hub et maintenant, tu as gagné la solitaire. Ce qui leur a peut-être donné envie de me garder. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie motivation commune à monter des projets futurs. Alors, on y reviendra à la fin. Et c'est reparti. Voilà, c'est reparti dans l'autre sens. Merci. Excuse-moi, j'avais perdu le fil, moi-même le fil de ma question. En préparant le podcast hier soir, je me suis souvenu d'une remarque de Samantha Davis quand on a enregistré l'émission avec elle, qui à la fin m'a dit ça veut dire que il faut toujours être vieux pour faire ton podcast. Et j'ai dit bah non. Et du coup là, tu as eu 36 ans le 12 juillet, si je ne m'abuse. Oui. Du coup, on va faire un flashback qui va être moins lointain qu'avec avec les prédécesseurs, mais quand même qui est important parce que tu as dit que tu étais arrivé dans la voile de haut niveau un petit peu par hasard. Alors, tu n'as effectivement pas la trajectoire habituelle de beaucoup de gens qu'on a pu recevoir dans ce podcast. Raconte-nous un petit peu comment tout commence. Je me suis dit qu'il y avait le rôle du père était pas négligé dans cette histoire. Il y a une histoire familiale importante. Oui, alors presque du père et du grand-père. Mon grand-père a un peu initié toute la famille à la voile en achetant des bateaux de croisière très très tôt, à l'époque où pas grand monde en avait dans la région. Et donc voilà, donc il a initié toute la famille à la voile et mon père a particulièrement accroché, a eu son bateau. On est allé vivre aux États-Unis et on est revenu en traversant l'Atlantique ensemble. Donc j'avais 16 ans, tu vois. Et avant, pas de voile, pas de stage, pas d'école aussi. Stage école de voile, stage Glénan à Pinfret, et puis croisière familiale, voilà, mais pas de compétition. Non. Pas d'école de course dans le club local puisque tu as vécu à Paris. Oui, alors non, le seul truc un peu taré aujourd'hui que je faisais à l'époque, c'est que j'étais inscrit au club de Saint-Quentin en Yvelines et tous les mercredis. Le CVSQ, le fameux CVSQ. Ah ouais. Eh ben, je pense pas qu'ils se souviennent de moi. Et qui était très impliqué dans le Tour de France à la voile et tout. Oui, avec Hervé à une époque, ouais. Avant que j'arrive, je crois. Mais donc j'étais jeune, hein, on est parti aux États-Unis, j'avais 13 ans, donc c'était probablement entre midi, 10 et 13 ans. Tous les mercredis, j'allais au club de voile, surtout l'hiver en réalité, et j'étais tout seul, mais tout seul sur mon laser à faire des bords. Je sais pas si ça devait me plaire. Il y avait peut-être une piste déjà, tu vois, de solitaire, mais je me souviens, ouais, ma mère me déposait à la grille de l'entrée et j'allais faire mon petit mercredi après-midi de voile et il y avait personne d'autre sur l'eau tout l'hiver et l'été en fait je faisais beaucoup plus de VTT et d'autres sports. D'accord. Donc en fait ça occupait mes hivers. Et ils sont pas dit au CVSQ, ils se sont dit mais c'est qui ce gamin qui vient faire du laser tout seul Écoute, je sais pas, faudrait que tu les retrouves. En fait tu sais pas, mais maintenant il y a ton portrait dans le couloir du club. Ouais. Et alors du coup t'es ado, t'as découvert la Transat Retour avec ton père c'est un gros flash. Ouais, qui aurait largement pu me dégoûter parce que la première étape entre les États-Unis et les Bermudes est plus que violente, je pense. Enfin, en tout cas, pour un gamin de 16 ans, c'était vraiment très impressionnant. Et en fait, je me rappelle à l'époque me dire c'est dur, c'est nul. Enfin, toute la traversée de l'Atlantique comme ça va être débile. Et puis, je pense que mon père me dit non, mais t'inquiète, ça sera pas toujours comme ça et tout. Et puis, je me dis ouais, enfin, quand même, t'as la chance de pouvoir faire ça. Peut-être que ça se refera jamais, donc vas-y. Et en fait, la suite de la Transat a été juste merveilleuse, anticyclonique, magnifique. Et on a fait une super traversée, une escale à Horta dont je me souviens encore. Et voilà, donc au final, un très très bon souvenir et qui a peut-être initié une vocation ensuite. Et du coup, comment ça se passe après ? Parce que là, tu es ado. Oui, donc on va habiter à Paris. Du coup, mon père est muté en Europe et on habite à Paris. Je vais faire mon bac international à Paris. Et décider en fait d'aller en Angleterre faire mes études. Et à l'époque, je suis plutôt un geek, plutôt calé en ordinateur et en jeux vidéo, ce qui fait marrer beaucoup de monde aujourd'hui parce que je peux même pas
replacer derrière une console de jeu, ça m'intéresse plus du tout. Et donc je choisis mon université aussi qui est proche de la mer, donc j'ai quand même une attirance. Je choisis Southampton. Et en fait, trotte dans ma tête quand même l'idée d'aller faire de l'archi-naval. Donc je me dis, tu vas pas à Southampton pour faire l'archi-naval, c'est dans l'autre sens. Tu vas à Southampton proche de la mer. C'est pour ça que le hasard va rentrer en jeu un petit peu. C'est que j'y vais pour faire de l'informatique, mais en ayant en tête l'archi-naval. Donc je me dis, bon, je vais me faire mon cursus d'informatique et puis après, je vais faire archi-naval. Alors, connaissant mon amour pour les études, j'étais vraiment ambitieux parce que ça m'étonnerait que j'allais me faire 5 ou 6 ans d'études. Mais bon. Et en fait, à 2 jours du début des cours, donc on est en semaine d'intégration et je rencontre une connaissance. Parce qu'en fait, j'ai fait une régate un été de splash à Carnac, un mondial de splash. Donc je ramasse les bouées au fin fond du rond-argent. Et il y a une star française de l'époque de notre âge, bien sûr, qui s'appelle Antoine Cardin, qui était un champion de France de 4-20, qui débarque et qui me reconnaît. Donc on s'était vu à ce mondial de splash et il me reconnaît dans l'assemblée, il vient me voir et tout, et on sympathise à nouveau. Et il me dit en gros, ben voilà, moi j'ai fait le Tour de France à la voile en étudiant, c'était génial et tout. Et là, je fais, il faut qu'on le fasse. Et là, c'est parti. On a lancé le projet. On a trouvé 3 francs 6 sous, on a loué un bateau. Et c'est là que tu décides d'aller à Southampton à l'école d'architecture navale. Du coup, excuse-moi. Non, pardon. À 2 jours du truc, il me dit aussi, bah, voilà, viens avec nous, on va s'amuser en archi navale. Et là, je fais, ouais, ok, je dois le faire. Du coup, je vais voir la conseillère et qui me dit, voilà, bah, écoute, tu repasses un petit test de maths et puis c'est parti. Donc j'ai fait mon test de maths et je suis parti en archi navale à 2 jours du début des cours. D'accord. Voilà. Alors on va juste rappeler pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est que Southampton, en termes d'école d'architecture navale, c'est une référence mondiale européenne. Il y a beaucoup de Français qui en sont sortis. Oui, je pense que plus de la moitié de la promotion était française. Ouais. Voilà. Donc il y a beaucoup de pertes en route parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est pas ce qu'ils souhaitent faire, mais voilà, on commence à 50, on termine à une vingtaine. Et voilà, beaucoup de Français, et beaucoup de Français qui se retrouvent aujourd'hui dans l'industrie du nautisme, petit peu dans tous les jobs d'ailleurs. Et c'est une école sympa, et donc oui, très. Et depuis très longtemps, Van Peteghem et Loriot Prévost sortent de Southampton, par exemple. Je ne sais pas de quelle époque elle date, mais voilà, on a encore des gens. 30 ans, plus de 30 ans. Des anciens de notre métier, on va dire, qui sortent de cette école. Donc toi, ta formation, ça va être ta formation sportive de voile, ça va être le Tour de France à la voile. Clairement. Donc là, c'est la grande époque du Boom 30. Oui, exactement. Pour les anciens. Ouais, pour les anciens, le Boom 30 qui était un bateau fantastique, qui l'est probablement encore. Et donc on fait 4 années en tant qu'étudiant sur le Tour de France à la voile, sponsorisé par une société Alpha Laval. Et on progresse tous ensemble. Donc c'est une équipe assez européenne. Il y a un petit peu des gens de tous les pays. On a recruté surtout au sein de... Alors, il y a 2 universités à Southampton, et au sein des 2 universités, on a recruté. Et puis voilà, donc on progresse, on commence à faire des bons résultats, puisqu'on fait une victoire d'étape à notre 3e année en 2005. Et puis on n'est pas très loin, hélas, mais on ne l'a pas fait, de gagner le classement étudiant en 2005 aussi. Voilà. Donc, ça, c'est l'apprentissage à la fois de la voile du point de vue technique et aussi du montage de projet. Ouais, moi j'organise tout en gros dans le projet. Alors il faut savoir qu'à l'époque, moi, donc j'ai pas de niveau voile de compétition, donc je commence numéro 1. J'adore ça, et puis au fur et à mesure des années, je recule, je fais régleur et tout, mais jamais à la barre et jamais à la nave, jamais à la tactique. Donc voilà, c'est pas encore pour ces années-là. D'accord. Donc c'est vraiment l'année c'est les années où tu poses des fondamentaux en fait. Ouais, en fait, honnêtement, je pense que j'apprends plus à monter un projet et gérer une équipe, parce que ça doit représenter entre 15 et 20 personnes à temps plein sur le Tour de France à la voile. Et donc ça, c'est le côté vraiment intéressant, et ça c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, un aspect qui me plaît énormément. Et voilà, et j'adore l'équipage, et j'adorerais remonter des équipages, parce que j'adore ce côté humain, équipe à monter et tout ça. Voilà. Et du coup, dans toutes ces années-là, c'est vraiment, tu continues à étudier, et dans ta tête, il y a l'idée peut-être un jour de faire marin pro, ou même pas? Non, franchement, c'est vraiment une vie d'amateur passionné, quoi, à fond. Moi, je suis passionné par le truc, et je vais d'opportunité en opportunité. Donc, au fur et à mesure de notre progression et de nos années là-bas, on intègre des équipages aussi meilleurs en local. On navigue en phare 40, du coup, le grand frère du MOM 30. Et on allait faire même des régates en Italie en Swan 45 ou des choses comme ça. Donc, on intègre un peu un circuit pro anglo-saxon
doucement, quoi. Donc voilà, on goûte un peu à tout ça parce qu'on est plusieurs un peu à progresser dans cette voie-là. Et puis en réalité, en sortie d'études en 2006, j'intègre l'équipe de Bilou un petit peu au bureau d'études avec un espèce de projet de gestion, gestion de travail, de gestion de technique du bateau et tout ça. Donc là, encore l'époque Si Veolia. Si les Veolia, il est encore sur le plan Lombard qu'il avait construit en 2004. Que tu vas retrouver beaucoup plus tard. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui reviennent. D'accord. et puis voilà, et ça se passe pas super bien, et donc j'arrête au bout d'un mois et demi. Ah oui. Et ouais, en fait, voilà, il y a quelques mésententes, et donc j'arrête, et je repars à préparer mon Moom 30 en fait alors que j'ai acheté à la fin des années étudiantes et que je me mets à louer pour les étudiants. Voilà, donc je fais ça. Et en fait, en faisant ça, je croise Nico Lundven sur un parking. Alors Nico Lundven, pour moi, c'était déjà une référence, parce que quand j'étais un petit peu plus jeune, je le voyais naviguer. Déjà, il était numéro 1 sur les IMX40 de Géry et tout ça. Il allait faire Géry Transo, les propriétaire qui a formé beaucoup de jeunes. Exactement. Et donc, pour moi, c'était déjà une référence. Et on s'était croisés parce qu'on suivait nos pères en régate. Mon père faisait pas souvent de la régate, mais il faisait ce qui s'appelait à l'époque les vieux safrans, qui doit être la duo solo atlantique maintenant. Et le père de Nico faisait pareil. Donc, on se retrouvait sur les bateaux assistance. Et on s'était croisés là. Donc, voilà, je croise Nico Lundven sur le parking d'AOS, donc à la base à Lorient. Et il me dit, bah écoute, Charles Caudrelier me passe son projet Figaro pour l'année, je cherche un préparateur, est-ce que ça t'intéresse ? Ouais, direct, aller bosser pour Nico, Charles, sur le circuit Figaro. Bon, honnêtement, je pense que j'y avais même pas pensé, et donc je m'engage là-dessus, et Charles me prend même en début de saison pour préparer une transat, qui est la Belle-Île Marie-Galante à l'époque. Voilà, donc c'est là où je rencontre Charles, et je rencontre Nico, et je rencontre le circuit Figaro. D'accord. Et jusque-là, c'est un truc qui était encore loin de toi, quoi. Honnêtement, oui, je crois. Ouais, c'était très éloigné en termes de niveau. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas barré de bateau, j'avais pas tactiqué. Donc, je sais pas. Ouais, je pense que honnêtement, c'était pas quelque chose que j'envisageais à cette époque-là. Donc là, on est en 2007, du coup, saison 2007. En parallèle, je fais du match racing en équipe de France Espoir, je crois. Mais non, en fait, honnêtement, je sais pas ce que je pensais. Je sais pas, parce que je vais un peu au jour le jour. Non, mais c'est un peu vrai encore aujourd'hui, et c'est mon profil. C'est que voilà, j'essaye pas de me projeter trop précisément sur. Voilà, t'as quand même envie de faire la Vendée Globe, là, c'est un petit peu différent. Ouais, là c'est un objectif, mais je pourrais très bien aller faire la Volvo, je pourrais. Et puis si ça marche pas, je peux aller voyager. Enfin, tu vois, je suis pas obnubilé par quelque chose. Alors après, ça ne veut pas dire que je ne me mets pas des objectifs et que j'essaye de les atteindre. Tu auras, je pense, compris tout ça. Ça se voit. Mais je suis assez libre dans mon état d'esprit, et je me dis, voilà, si par exemple ça ne fonctionne pas, ben, j'irai trouver autre chose. Déjà, dans la voile, on a beaucoup de solutions. Et puis en plus, il y a d'autres choses personnelles que je peux faire. Donc je ne sais pas ce que je déciderai à l'avenir. Mais voilà, et à l'époque, c'était un peu pareil, à mon avis. J'allais à tâtons, un peu à droite, à gauche. Voilà. Et là, du coup, ces années-là, là, 2007, 2008, 2009, ça se passe, c'est des années de découverte du circuit Figaro. Juste 2007 en réalité. Que 2007, d'accord. Ouais, 2007, honnêtement, je suis là. Donc, Nico Lundven gagne en bisu, fait un super truc. Et là, honnêtement, je me dis, c'est là où j'ai le déclic, et je me dis, un jour, il faudra que tu fasses la solitaire. Par contre, t'as pas le niveau, ça sert à rien d'y aller maintenant. Donc déjà, j'avais un peu bâti un petit schéma, quoi. Et du coup, je me dis, je vais aller naviguer. Et là, je m'engage, surtout 2008-2009, à fond dans des circuits propriétaires. Alors surtout IRC, alors déjà parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Donc je fais de la préparation de bateaux, un peu de convoyage et de la compétition, surtout en Méditerranée, parce que c'est là où ça paye. Et voilà, et j'engrange les 1000, et je dois naviguer 200 jours par an, je pense, sur les 2 ans. Et puis en 2009, on fait une transatlantique qui s'appelle l'Arc avec mon père,
donc qui fait. C'est un rallye anglo-saxon qui fait traverser beaucoup les de gens. Canaries, voilà, Sainte-Lucie. Voilà, donc une première régate transatlantique en gros. Et là, je me dis non mais là j'y vais quoi. Et au retour, je monte les plaquettes, je fais les trucs et tout ça. Je cherche forcément. Ça va pas très loin, je trouve globalement rien, pas de sous. Donc là, on arrive début 2010. Et puis d'un seul coup, j'ai Charles Caudrelier qui m'appelle. Alors je me souviens, je suis dans la rue à Paris. Et puis il me dit je comprends pas, j'arrive pas à louer mon Figaro. Qu'est-ce qu'il a quoi? Genre il me dit, enfin je sais pas, il est pas prêt, il est pas beau, il est pas bien. Je lui dis bah écoute Charles, je sais pas, mais en tout cas s'il y a un bateau à louer quand j'ai des sous, je vais louer le tien. Et il me dit bah écoute, t'as qu'à le prendre. Tu payes les frais, tu payes l'assurance. Et puis bah tu te débrouilles. Et puis bah écoute, si tu trouves pas d'argent, mais vas-y quoi. Ah, alors là, je suis un peu, je tombe de haut. Et puis je me dis mais là je peux juste pas rater ça. Donc je vais voir mes parents parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup de sous. Puis je leur dis bah voilà papa maman, il y a Charles qui me prête son bateau. Par contre bah faut régler l'assurance quoi. Donc je me souviens c'était 2500 € d'assurance. Donc direct dans la seconde mon père dit bah aucun problème, ça faut le faire, on te le prend en charge, c'est notre sponsoring. Bah, donc me voilà parti. Donc je récupère le bateau de Charles et je vais à mon premier événement, premier entraînement d'abord à Granville. Charles à l'époque en fait il arrive sur Groupama je crois. Hein. C'est le moment où il commence à préparer le. Ça doit être. En fait, il a fait la solitaire 2009, donc le bateau est très très près. Il l'a remis vraiment, on va dire, aux normes figaristes. Et voilà, il doit préparer la Volvo, exactement. Et donc voilà, puis donc j'engage, je fais mon premier entraînement à Granville avec Alexis Loison et une première régate qui fait Granville-Cherbourg où je termine 8 heures, je crois, après le premier. Après avoir ancré 7 heures dans je crois que c'était Barfleur. Et donc un excellent souvenir. Et en fait, au départ de cette course, aussi parce que je me suis lancé, aussi parce que Charles m'a aidé, parce que j'ai un bateau, j'ai un premier sponsor qui me dit bon ben go, alors sur un petit chèque, hein, tu imagines bien, mais vas-y, ça va te payer quelques frais, c'est parti quoi. Et donc c'était la société DLBC à Bordeaux. Et donc on est parti, on fait la solitaire. Et je fais première étape. Je me retrouve troisième avec François Gabard et Armel Lecléache sur la Pointe Bretagne et sixième de la première étape. Alors là déjà, donc la solitaire c'était quand même mon premier départ de course à la barre et à la tactique d'un bateau quoi. Donc j'étais un peu surpris. Voilà, et là ils se disent c'est qui celui-là? Ah bah là j'ai encore l'article hein, qui est ce Richaume qui est marqué. Je sors de nulle part quoi, de nulle part mais à la fois je suis pas hyper calé. Alors j'avais Erwan Israël qui me faisait ma météo, je me souviens, il m'avait fait des excellents conseils. Et en fait, par exemple, je finis la première étape et là on vient me voir et on me dit bah, t'es passé où dans la dorsale? Et là je fais la quoi? Je te jure, j'avais aucune idée. Honnêtement, donc en fait, en Figaro, comme tu sais, on a la météo au départ de l'étape, mais donc 2 jours après, c'est plus très précis. Puis alors, comme à l'époque, je comprenais rien en météo, on partait du Havre, jusqu'en Bretagne, j'avais les conseils d'Erwan, mais après, globalement, j'avais mis le waypoint et j'étais allé tout droit, quoi, tu vois. Et je me souviens, j'avais tenu devant Jérémy Bayou, donc déjà, j'étais super fier d'avoir contenu Jérémy Bayou derrière moi. Et en fait, donc voilà, sixième et tout. Et à la fin, en fait, on a traversé une dorsale et j'avais aucune idée de ce qu'on avait fait, quoi. Donc c'était quand même assez drôle. Donc la suite a été un petit peu plus difficile. Forcément, les résultats sont pas allés en s'améliorant, mais je fais deuxième bisu derrière Anthony Marchand et ça reste un super bon souvenir. Et tu fais 19e pour ta 19e, ouais. Ce qui était, j'imagine, largement dans mes objectifs. Je pense même pas que j'avais d'objectif. Moi, j'avais fait ça pour la faire une fois et ne pas regretter. C'était mon truc, parce que j'ai rencontré des gens qui ont exprimé leurs regrets, tu vois, souvent en soirée, tu vois, un peu tard. Ils m'ont dit je regrette, j'ai jamais fait, franchement c'est une erreur et tout. Et je me suis dit ok, si eux ils me disent ça, moi je dois aller le faire et je veux pas me réveiller trop tard avec des regrets. Je veux pas finir les soirées en disant je regrette de pas avoir fait la série. Ouais, clairement.
Donc voilà, j'étais super fier de l'avoir fini. Du coup, une fois, tu l'as coché, mais là tu découvres quand même le virus. Globalement, je me dis, non, sortie à l'arrivée à Cherbourg, c'est un truc de taré. Moi, je la referai pas, c'est pas possible. Ouais, c'est juste, j'étais éreinté, j'étais dépouillé aussi, j'avais plus de thunes et tout ça. Donc moi, il fallait que je reparte travailler en plus de naviguer en Figaro. Et honnêtement, je crois pas que immédiatement je suis dans l'objectif de la refaire. Et en fait, c'est toujours pareil. Notre cerveau triant les informations d'une façon relativement positive. Surtout le cerveau des marins. Ouais, surtout nos cerveaux à nous. Je me retrouve à organiser l'année suivante, quoi. Et donc me voilà au salon nautique à acheter le bateau de Corentin Douguet. Je me souviens encore. Et parce que j'ai vendu en fait mon Moom 30, qui m'a permis d'avoir l'apport pour acheter mon Figaro. Et donc, au final, tu vois, les années étudiantes sur le Tour de France à Laval m'ont servi parce que j'ai monté un tout petit business qui m'a permis d'avoir mon Figaro plus tard. Et là, c'est parti. Monte le Figaro, DLBC, à qui ça a bien plu, s'engage à un niveau un petit peu supérieur, mais ça reste hyper faible. On parle de 30 ou 40 000 euros par an. Et donc, on est parti pour une deuxième saison. Voilà, donc qui est plus dure, je pense. Parce que je fais 26e à la solitaire. Je me souviens pas trop des autres résultats, mais voilà. Et je travaille à côté. Je vends des voiles pour la voilerie Quantum. D'accord. Et je fais encore de la préparation. Je fais du coaching. J'en fais un paquet à côté parce que c'est le seul moyen de financer le projet à cette époque-là. Et voilà. Et là, tu deviens figariste ou tu commences à rentrer? Je pense que à partir du moment où j'achète le bateau, je sais que globalement, j'essaie de partir pour plusieurs années, quoi. Et voilà, je ne saurais pas te dire exactement ce qui se passe dans ma tête, mais oui, je me dis que là, c'est devenu un vrai plan. Et je me suis dit, là, je vais me battre. Et donc, je fais ma demande d'inscription au pôle Finistère Course au Large aussi, parce que je réalise que pour moi, c'est le seul moyen d'avoir les résultats, ou en tout cas la progression que je souhaite avoir. Et donc, quand je rentre au pôle Finistère la première fois, je ne te raconte pas les bâches que je prends à l'entraînement, parce que moi, en gros, je sais faire du large. Mais alors, faire du Figaro entre 4 bouées, laisse tomber, c'est compliqué. Et je me rappelle qu'en fait, au bout de 3 mois, je me dis, mais là, tu vas jamais y arriver, quoi. C'est un truc, le niveau, il est hyper élevé, c'est hyper dur. Et en fait, je vais à mon premier événement, je me souviens, c'est une solomètre coque, et genre, roule le pont de l'île de Ré, premier ou deuxième, et là, je me dis, en fait, en régate, ça va, quoi. Et c'est la réalité, c'est que les entraînements sont très, très durs à Port-Laf. Et après, une fois que tu ouvres un peu le parcours et qu'il y a un peu plus de distance, je me débrouillais un peu mieux. Donc voilà, je me suis dit, écoute, il y a des choses à y gagner, donc tu persévères et ça va payer. Et alors, raconte-nous, c'est quoi le quotidien? T'as 25 ou 26 ans là, dans ces eaux-là, je pense. Alors écoute, on est en 2011. Ouais, c'est ça, 27 ans, 27-28, je pense. Et du coup, c'est quoi le quotidien d'un jeune figariste, d'un apprenti figariste au pôle de Port-la-Forêt? Eh ben, écoute, c'est quoi, on imagine que j'ai une partie de la réponse, bien sûr, mais raconte-nous un peu ce que c'est justement. Vous bouffez du Figaro matin, midi et soir. Il y a une forme d'obsession. Je sais qu'il y a quand vous arrivez, souvent vous mettez en colloque entre coureurs. Je sais que du coup vous parlez souvent. Ils parlent que de ça entre eux. J'ai entendu plein d'histoires sur des trios qui refaisaient les régates jusqu'au bout de la nuit, qui bidouillaient les réglages avec des feuilles Excel remplies jusqu'au bout de la nuit. Raconte-nous un peu ce que c'est que le quotidien d'un jeune figariste. Vous êtes célibataire, sans enfants? On est clairement célibataire pour la plupart. Clairement sans enfants. Parce qu'on passe notre vie à ça. C'est un truc d'autiste, hein, honnêtement. À ces époques-là, j'imagine que c'est encore pareil aujourd'hui. Donc on est globalement enfermé à Port-la-Forêt, parce que c'est quasiment ça, hein. Il n'y a quand même pas grand-chose à Port-la-Forêt, l'hiver en tout cas. On loue des appartes, effectivement, en coloc. On s'enferme là-bas, en gros, janvier, février, mars, avril. Après, ça dépend du circuit et où est-ce que le circuit nous emmène. Mais on se met là-dedans et on fait du Figaro 7 jours sur 7, globalement. Alors que ça soit sur l'eau, bien sûr, mais pas seulement. Ça peut être préparation, chantier d'hiver et tous les cours, toutes les formations du pôle. En gros, plus tu es jeune au pôle, plus tu en fais, parce que tu as besoin d'apprendre. Donc là, tu te fais tous les cours de mécanique, d'électricité, même de gestion de projet, on a eu, et forcément ensuite de météo, de réglage, etc. Et
bien sûr, quand tu vieillis, il y en a que tu zappes parce que bon, tu commences à connaître un petit peu le schéma et puis il te faut du temps pour ta famille et d'autres objectifs. Et voilà, donc on est enfermé là-dedans et on bosse. Et je crois que la première année, je me demande si je suis pas en coloc avec Charlie Dalin. On fait coloc avec plein de monde, hein, Corentin Auro, Alexis Loison, Claire Pruvot. Chaque nouveau qui arrive, chaque nouveau qui est accepté au centre, il arrive et il dit où est-ce que je peux aller crécher. Et il y a toujours une porte qui s'ouvre. Ouais. On avait monté une coloc avec Paul Meillat et Fabien aussi, qui a duré quelques années. Voilà, Fabien Delahaye, Paul Meillat. Et là, du coup, c'est toujours ce qui est très très frappant dans ce monde de la voile, c'est qu'il y a des effets de génération. Quand on entend Jérémy Bayou et Yann Eliès raconter leurs jeunes années où ils regataient un optimiste les uns contre les autres et 20 ans après, ils sont adversaires au plus haut niveau. Oui. Il y a quand même des amitiés, il y a de la collaboration ou il y a de la concurrence tout de suite? Il y a énorme d'amitié et il y a, je pense, globalement encore plus de collaboration. C'est un échange permanent parce que tout le monde sait qui gagne. Donc, tu lâches de l'info pour quelqu'un, tu sais qu'il t'en donnera. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Et ceux qui ne le font pas sont pas dans le groupe, quoi. Ils s'excluent. Honnêtement, les gens qui ne partagent pas, ils y perdent à la fin parce que voilà, personne ne va leur parler et je pense qu'ils manquent de l'information. Et voilà. Et donc, c'est un jeu d'expérience. Donc, c'est un jeu de partage d'expérience pour la gagner le plus vite possible. Et ça peut être du petit domaine technique de ah tiens j'ai cassé ça, il faut que tu répares. Ah ouais cette année-là effectivement, et là tu refais la régate, tu expliques comment tu avais géré telle et telle situation. Et voilà, et tu progresses. Alors c'est vrai que du coup les colocs sont pas avec les anciens, ils sont en famille maintenant, ils sont grands, tout. Ils déposent des enfants à l'école. Mais ils sont là, ils sont au débrief. Ils passent du temps et puis si tu vas au resto avec eux ou boire un café, ils sont pas avares de conseils parce qu'on aime bien faire progresser les jeunes. Alors je dis on maintenant parce que je suis passé dans l'autre catégorie, mais oui, on passe beaucoup de temps tous ensemble. Et donc voilà, ça progresse, mais c'est un camp, hein, c'est un camp d'entraînement globalement. Et je pense que c'est le moyen le plus rapide de progresser, surtout quand tu commences comme moi globalement d'un niveau très faible. Voilà, c'était pour moi la seule solution. Et alors du coup, quand est-ce que le déclic se fait? Quand est-ce que de l'apprenti fidèle, de Padawan, tu deviens, on va dire, apprenti Jedi, quoi? Donc 2011-2012, je prends des bâches globalement. Enfin, je fais 26 et 19 à la solitaire. Je me souviens de 3 événements, mais qui sont marquants. De finir une étape à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et d'être pas au fond de mon bateau, mais pas loin, genre en mode non mais là je vais jamais y arriver, je m'étais encore pris une bâche, je sais pas ce que j'avais fait. Et mon sponsor qui me sort un peu de là, qui me dit allez, on va aller au resto, on va aller bouffer. Et puis il me dit non mais attends, t'as vu, là et là t'étais bon, là et là t'étais bon. Voilà, il faut juste que t'assembles les pièces du puzzle et puis ça va venir, quoi. Et puis ça avait été un énorme boost. Il y en a quelques-uns comme ça dans une carrière. Et là je m'en souviens parce que des gens qui arrivent à te motiver et à te remonter et à te montrer les bons éléments, il y en a souvent pas, il n'y a pas beaucoup dans une carrière. Et là c'était le cas. Et donc je prépare, je me souviens, la saison 2013 en fait, où très tôt je me dis, il y a une transat en solo, c'est hyper formateur, c'est génial, parce que j'avais vécu par procuration celle de Fabien Delahaye en 2011, qui avait été une transat d'exception hyper rapide, 16 jours en Figaro pour traverser l'Atlantique. Et je me dis, bon, allez, go, je fais ça. Et donc, je prépare mon chantier d'hiver hyper tôt. J'investis de l'argent que je n'ai pas. J'ai même pas le deuxième sponsor pour payer tout ça. Et un peu comme à chaque fois, quand tu investis dans ta personne, tu investis dans ton matos, tu investis dans tes projets, et je sais pas pourquoi, mais l'histoire tourne et ça paye. Et donc là, je décroche un deuxième sponsor qui s'appelle Module Création, qui me rejoint pour cette transat. Et là, je fais la transat et je pars en tête dans la transat, dans la tempête. On se tape 2 tempêtes à 50 nœuds. C'est la fameuse. Ouais, on a pris un peu cher. C'est une transat qui part de Brest, si je me souviens. Qui part de Brest, premier grain à 50 nœuds. Une vidéo du Figaro 2 pour le blog Au Large de nos jeunes années. C'était ça. Il neigeait la semaine d'avant à Brest. Exactement. Parce qu'on part très tôt. Je pense qu'on part début mars. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Premier grain en sortie de Goulet, déjà 45 nœuds de la grêle, je me souviens. Et on enchaîne une nuit à 45-50 nœuds dans le Golfe. Déjà, je crois qu'il y a Yann Eliès qui abandonne. Donc, tu vois, il y a déjà un peu des gars qui prennent cher.
Et là, on va au Cap Finistère, se taper une grosse dette bien creuse. Et je pense qu'on prend 36 heures à 45-50 nœuds. Très grosse mer et tout ça. Et je me souviens, je suis enfermé dans le bateau, les portes, le capot tiré, allongé dans le fond, à regarder compter les vis au plafond pendant une journée et demie, parce que tu fais plus rien. Je suis pas à sec de toile, mais j'ai la GV affalée. Je suis juste sous phoque de gros temps. Voilà. Et bon, là, ça me réussit moins bien, parce que dans le jeu d'expérience et tout ça, Erwan Tabarly creuse l'écart et parle à gagner, en fait. Et après la Transat, il y a un énorme cyclone et on se retrouve à longer les côtes du Maroc. Je me rappelle, je suis sans carte parce que j'ai pas du tout prévu d'aller au Maroc. Et on est là dans la nuit avec des centaines d'embarcations de pêcheurs. Alors bien sûr, pas d'AIS et tout, mais c'est magnifique. On longe les dunes du Sahara en réalité. Et on se fait une super belle Transat. Très dur aussi, beaucoup de grains par la suite. Et je crois que je fais 5e, voilà, avec Anthony Marchand devant, Gilda, Fabien Delahaye et Erwan Tabarly qui la gagne. Et donc un événement quand même mémorable, parce que je me souviens, je suis pas souvent marqué par ce que je fais, mais je me souviens voir la Martinique du coup et me dire, bah là mon coco, t'es quand même arrivé de l'autre côté, elle était pas facile celle-là, et tu vois, me mettre sous le vent du bateau et vraiment apprécier le moment. Et j'apprécie d'autant plus le moment qu'il y a au mouillage à la pointe de l'île un pote qui est en train de quasi finir son tour du monde, enfin avec sa compagne, et qui m'accueille pour l'arrivée. Et c'est un de mes meilleurs potes, donc un moment. La belle photo, quoi. Ouais, vraiment sympathique. Ça, c'était top. Ouais. Donc et là, c'est un vrai bizutage. Là, c'est un bizutage solitaire au large, quoi. Ouais. Là, c'était en tout cas solitaire, grand large. C'est clairement mon bizutage, et ça engage la suite d'une bonne manière, parce que je crois que je vais faire 4e à cette solitaire là. Et c'est. Et deuxième du championnat de France. Et deuxième du championnat de France, voilà. Et je gagne la sélection massif. Alors, juste avant d'arriver à ça, dans le portrait de toi qu'on a fait dans Tip & Shaft il y a 3 semaines, tu dis, il y a des gens qui parlent pour toi, et toi tu le dis aussi, tu dis, j'ai découvert, alors en naviguant avec Charlie un petit peu après, ce que c'est que l'implication. Et là, on a l'impression, quand tu parles de cette année un petit peu charnière 2013, que c'est aussi ça dont il est question. C'est que tu dis, j'ai investi, et ça finit par payer. Là, tu franchis un premier palier en termes d'engagement, de détermination. Oui, je pense que. Parce qu'on ne fait pas 4e du Figaro par hasard, quoi. Non, je pense que c'est pas vraiment un jeu de hasard, la solitaire du Figaro, même cette année. Ouais, je pense que c'est le résultat d'années d'investissement, enfin des 4 ans d'investissement, d'entraînement sur le circuit. Et voilà, le déclic, il n'est pas évident à saisir, mais clairement, en tout cas, je passe un palier. Ouais, je maîtrise le support, je commence à aller vraiment vite, je commence à faire moins d'erreurs. J'ai fait beaucoup de J'ai fait de la préparation mentale avec quelqu'un qui s'appelle Gérard Vaillant, qui a une méthode, en tout cas, qui me convenait particulièrement bien. Et avec qui je progresse, parce que je pense que j'ai aussi beaucoup progressé dans ma tête, et ça, c'était important. J'ai arrêté de faire les mêmes erreurs. Je suis un attaquant, je pense qu'on le voit encore aujourd'hui, mais qui avait des coups non maîtrisés, et j'ai appris à maîtriser mes coups. J'ai appris à réfléchir, à quantifier les risques, à placer le curseur. Je sais pas, on peut appeler ça comme on veut, mais doser les coups et faire de moins en moins d'erreurs. Et en fait, à travailler avec mon profil mental et à un petit peu à valoriser mes atouts, quoi. Donc, c'est, je pense, à partir de cette année-là où ça se met réellement en place. Ouais. Donc, c'est ce qui fait aussi que, logiquement, tu remportes la sélection massif. Ouais, alors c'était quand même ma 3e participation. Ouais. On a zappé 2-3 événements en route, parce que j'ai déjà fait, à cette époque-là, 2 Transats Jacques Vabre en classe 40 avec Damien Seguin. Donc, je suis honnêtement dans ceux de ma génération, celui qui a bouffé le plus de 1000, je pense, parce que je fais à peu près toutes les épreuves qui existent, dont les Transats Jacques Vabre, et donc voilà, et 3 sélections massives. Donc je suis sélectionné à ma 3e sélection par Fabien Delahaye, bien sûr la massif. Et je vais attaquer ma saison 2015 donc au sein de Skipper Massif.
Alors là, tu commences à toucher un petit peu ce que tu racontais au tout début de cet enregistrement, c'est-à-dire que tu as un peu de stabilité, au moins pour les 2 ans à venir. Ouais. Tu cours plus après. Potentiellement 3 en plus. Potentiellement 3, voilà. Ouais. En tout cas, 2 ans quand tu signes. Ouais, là, je suis avec tranquille. Un salaire. Oui, bah, du coup, j'arrête de travailler parce que même en 2013, je fais donc Transat solo, circuit solitaire, Transat Jacques Vabre, mais à côté, je vends des voiles pour incidence. J'ai changé de crèmerie. Et là, j'arrête enfin voilà, le travail supplémentaire. Je peux me consacrer à 100% là-dessus. Et j'ai un vrai budget, j'ai un vrai salaire, comme tu dis, voilà, parce que c'est quand même, et ça il faut le reconnaître, la Massif nous met dans des conditions particulièrement bonnes. Et je me retrouve avec mon pote Fabien. Voilà, voilà, on s'est rencontrés il y a des années 2 bateaux, ouais. en allant faire un mondial Moom 30 en Sardaigne. Voilà, donc j'ai une longue histoire avec Fabien. Et on est très, très copains encore aujourd'hui, parce qu'on se retrouve au hub tous les deux. Voilà. Et c'est parti. Sauf qu'en réalité, je suis complètement cramé parce que j'ai passé 4 ans la tête dans le guidon à faire toutes mes régates, mes rénovations d'appart, mes machins. Enfin bon, j'en ai un peu trop fait et je me fais une quadruple déchirure des cuisses avant d'aller faire la G2R avec Fabien. Et je suis en réalité capote. J'ai le cerveau qui tourne au ralenti. Je comprends rien. Donc, Fabien tire notre duo vers le haut pendant la G2R. On fait 2 derrière Guénolé Gainet et Paul Méa. Et je fais une saison vraiment pas très bonne derrière, où j'avance pas. J'y arrive pas. Je sais pas ce que j'ai. Enfin, si je sais aujourd'hui ce que j'ai fait, j'ai mis des réglages de gréement qui étaient très très mauvais, mais je comprends pas à l'époque. T'arrives pas à t'en rendre compte. J'arrive pas à m'en rendre compte. Je suis trop cramé. Alors que je fais des super trucs parce que je fais, pour ceux qui suivent la solitaire, je fais 3 bouées Radio France sur 4 plus le général. Ce qui veut dire que le bouée Radio France, c'est la dernière bouée avant le large. Voilà, donc je faisais les meilleurs circuits en baie de la solitaire du Figaro, mais derrière, collé à la piste, terminé, plus personne. Donc mentalement, c'est dur. Tu gagnes le massif, tu as fait 4 à la solitaire d'avant, et là, tu ramasses les bouées. Je suis à 2 doigts d'arrêter, honnêtement, et je suis sauvé, honnêtement, vraiment franchement, parce que personne ne me croit, mais j'étais vraiment blasé. J'avais peu d'écoute au sein de la Massif, et je suis sauvé par mon père et Christian Le Pape, qui ont des paroles de patriarches, quoi, vraiment de gens qui en ont vécu, et voilà, et qui me disent non, ça va venir, accroche-toi, c'est qu'une phase, les conflits que tu peux avoir, voilà, tout le monde n'est pas apte à les gérer, donc tu gères ton truc, tu gères ton histoire. Donc là, c'est la fin du programme de Massif pour Fabien Delahaye. On sélectionne Charlie Dalin. Et Charlie arrive avec son style très Charlie, c'est-à-dire un petit peu j'en fais qu'à ma tête, je fais mon truc. Et en fait, il m'apprend à en faire qu'à ma tête. Globalement, c'est vrai. Il m'a appris plusieurs choses, et dont ça. Et voilà. Et donc, on fait notre programme tous les deux. On monte, on restructure le projet tous les deux. Voilà, on change de préparateur, on change d'organisation, on rachète du matériel différemment. Gros changement, quoi. Ouais, gros changement, parce que le fonctionnement ne nous convient pas. Et on n'a pas peur de le dire. Et on dit, voilà, nous, on ne va pas fonctionner comme ça. Et voilà. Et là, moi, je ramène, pareil, mon ancien préparateur, Donatien Carme, qui m'avait aidé en 2011 et 2013, je crois, avec qui je commence à avoir une belle affinité à l'époque. Et là, on part. Et en fait, on lance la machine qui va nous amener à avoir des bons résultats. Ça veut dire que jusque-là, entre guillemets, l'emprise de la Massif ou le poids de la structure Massif du sponsor était trop important pour vous ? Non, c'était une organisation qui s'était faite à travers les années, qui convenait peut-être aux anciens skippers, mais qui ne nous convenait pas ou moins. Et c'est peut-être aussi la prise de conscience pour moi que c'est pas parce que je suis employé par un sponsor, voilà, dans une écurie existante, que j'ai pas mon mot à dire sur l'organisation. Et donc, la Massif a eu l'intelligence de vous laisser faire. Et exactement. Donc nous, on est allé voir le directeur de projet. On lui a dit, voilà, on change de préparateur, on rachète le camion, on refait ci, on fait ça. Et il nous a écoutés. Et en 1 mois, on a remis tout en place. Et on a lancé une belle saison 2015 et une encore plus belle saison 2016.
qui commence par un dématage sur la Jules Vert, mais ça, vous allez vous rendre compte que j'en suis un peu habitué. Mais on fait... Ah non, je me suis perdu dans ce que je dis, mais en fait, en 2016, avec Charlie, on fait 1 et 2 de toutes les manches, de toutes les épreuves du championnat de France. Alors voilà, le truc incroyable, et on performe fort, on a vraiment un cran au-dessus. Voilà, c'est que justement, l'affrontement, il se fait au sein de l'écurie. Le Charlie Dalin, qui génère un peu ce déclic que tu viens bien de raconter. Ouais. Vous allez grâce à ce déclic, vous allez vous battre entre vous, quoi. C'est assez. Comment ça se passe du coup en interne? Comment le gars qui était censé collaborer, vous vous mettez sur la gueule à toutes les bouées? Ça se passe bien. Bon, écoute, ça se passe bien. Hein. Y a pas, je pense que les gens ont vu plus de rivalité qu'il n'y avait en réalité. Tu viens de le dire, elle est de fait. Il y a une rivalité sur l'eau. Oui, elle est de fait. Quand tu fais 1 et 2 à avec Charlie, on s'entend très bien. Ça se passe très bien dans le projet. Forcément, la situation, elle est beaucoup plus dure à la fin de la solitaire. Enfin, il y en a un qui gagne et un qui perd. Donc, et avec un écart. Je ne suis pas là pour parler de celui qui a perdu. Donc, mais je reconnais que ça a dû être très dur pour Charlie. Surtout qu'il a enchaîné, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 podiums de solitaire d'affilée. Il a un niveau incroyable à l'époque. Et la seule épreuve qui lui échappe de l'année, c'est celle-là. Donc il est clairement le meilleur de la saison, sauf sur la solitaire où ça se joue en plus à 5 minutes et 19 secondes. Donc ça lui échappe de pas beaucoup. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a beaucoup de respect entre nous. Il y a toujours eu beaucoup de respect. Et ça... Voilà. Ma question était plus sur justement cette gestion, cette capacité à être adversaire et les pires adversaires qui soient, puisque vous vous battez à chaque fois pour la victoire, et revenir le soir... dans la même maison, le même appart, la même maison. On vit ensemble. Du coup, vous êtes face à face. Là, comme on est face à face à la table, il y en a un qui fait sa nave et l'autre en face, il fait sa nave aussi. Vous bossez ensemble quand même? On a nos repas ensemble. On fait tout ensemble. On a le même préparateur de toute façon et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a monté le projet. Donc, il y a pas de, ça change pas à ce moment-là. Mais moi, j'ai pas ressenti de gros problèmes là-dessus. Tout le monde a resté très correct sur le sujet, alors que clairement, c'est une situation difficile à gérer pour tout le monde. Donc voilà, écoute, en tout cas, moi, j'ai gagné, je pense, pas mal auprès de Charlie, auprès de Fabien aussi à l'époque. Mais ce que tu dis quand même gestion de projet et en engagement, je trouve. Tu vois, parce que lui, il a appris, je pense, avec Yann Eliès. Et c'est là où je passe un cran dans l'engagement. Et je me dis, là, faut rajouter une couche supplémentaire pour aller gagner les dernières places qui me manquent, quoi. Alors, en fait, moi, je progresse aussi, parce qu'après mon année 2015, relativement désastreuse, je me mélange dans les dates, 2014, relativement désastreuse, 2015, je monte en niveau, je fais 8e à la solitaire, et après, je continue de monter. Donc, j'ai un peu retrouvé le fil aussi, moi, personnellement, de la performance. Et viennent donc se rajouter les couches je pense, d'engagement que j'ai appris. Ce qu'on sent bien dans toute l'histoire que tu racontes aussi, c'est l'importance en fait du travail d'équipe, entre guillemets. Même si c'est des concurrents, même si c'est d'autres projets, tu progresses jamais tout seul. Il y a ta part d'implication dans les projets, évidemment, mais de tout ce que tu dis, le nombre de fois où tu dis là, il y a quelqu'un qui m'a filé un coup de main, là, il y a quelqu'un qui m'a parlé, là, il y a l'arrivée de Charlie, on sent qu'à chaque fois, les figaristes de haut vol ne deviennent pas tout seuls, quoi. Non, et d'ailleurs, on le voit souvent maintenant, il y en a qui travaillent en binôme. Il y a des vraies alliances, voilà. Il y a des vraies alliances, parce qu'on est plus intelligent à deux. Alors, c'est sûr, au final, on sait bien qu'il y a un des deux qui va gagner. Mais on aura probablement quand même tous les deux fait du gain dans un partage d'informations comme ça. Donc voilà, après, de temps en temps, on a l'impression que tu vois, c'est des heures et des heures d'échange, et pas forcément. De temps en temps, ça peut être que sur quelques détails, ça peut être de temps en temps, parce que en réalité, il y a aussi beaucoup de retenue de la part de tout le monde, pas du retenue d'informations, mais dans le sens où on n'a pas de certitude absolue. Ouais. Donc souvent... on vient de le vivre là pour le Figaro 3, les premiers débriefings des 2-3 premières semaines d'entraînement, ils sont un peu monotones, mais en fait, on a besoin d'un certain temps pour appréhender tout ça, intégrer toute l'information, pour la digérer et ensuite commencer à en tirer des pistes puis des conclusions. Et en fait,
souvent ça paraît peu d'échanges, mais voilà, quand on arrive à une réflexion, on partage souvent les choses quand on est arrivé à une réflexion qui est assez aboutie, en tout cas dans les gens qui balancent pas les informations n'importe comment. Voilà. Donc, c'est pas des brainstorming, il faut avoir un truc à dire, quoi. Donc de temps en temps, on peut lancer une piste sur quelque chose et en fait on y revient 2 mois plus tard en disant ah ouais mais là t'as vu ce dossier là en fait c'est mieux si tu fais ci, si tu fais ça, et en fait ça va avec ça, et en fait ça nous a pris un paquet de temps à réfléchir à chaque solution parce que en réalité, c'était le cas pour le Figaro 2, on en est à des années de développement, donc tu es dans l'infinie précision du développement. On en est quasiment à un niveau olympique, je pense, de développement. Donc, c'est pas facile de faire l'analyse de tous les éléments qui concernent la performance sur un Figaro. Et il faut avoir quelqu'un pour sortir les bonnes informations, il faut déjà avoir la bonne équation en tête, quoi. Donc ça, c'est compliqué et long à obtenir. On revient 2 petites secondes sur ce fameux Figaro 2016, la première victoire. Est-ce que, comme beaucoup de marins, je pose presque la question, j'ai fait beaucoup de podcasts de Figaris, est-ce que, comme beaucoup de marins qui gagnent la solitaire, tu as cette sensation de fluidité, des choses qui s'enchaînent bien, proprement? Clairement, ouais, c'est très, très fluide pour moi. Alors, je commence par un très très mauvais bord, ma solitaire, en réalité, où je dois passer 30e de l'autre côté de la Manche. On commence par une traversée de la Manche. Et là, je me fais une violence rare. Et là, je me dis, non, mais là tu rigoles, mon gars. Mais là, et je me rappelle, donc on enroule la bouée d'Over, pour ceux qui suivent. Et on part dans 30 nœuds auprès. Et là, je me dis, mon gars, tu vas pas bouffer tant que tu n'as pas remonté dans le top 5, quoi. Et là, je me fais une violence toute la nuit à barrer et tout ça. Et arrivé à Portland Bill, je dois être à peu près 5e. Et là, j'ai le droit d'aller me faire mon plat. Et en fait, je pense que tu vois, c'est formateur parce que tu apprends le niveau de violence que tu peux te faire. Et là, j'ai ça qui arrive en début de solitaire et qui joue un déclic monstrueux. Et en plus, après, les coups s'enchaînent bien. Je soigne un peu plus mes analyses. Je maîtrise mieux mes coups. Voilà. Et donc, j'arrive à faire du gain. Je fais une belle première étape. Je gagne la deuxième étape avec une demi-heure d'avance. Et après, je fais plus de mauvais coups, je pense, par mauvaise gestion de la pression, surtout. Et donc, je suis pas loin de la perdre en réalité plusieurs fois, enfin, sur l'étape 3 et l'étape 4. Et bon, ça se joue à très peu de secondes. Et je me souviens de la tension sur la ligne d'arrivée. Il n'y avait pas un bruit. Les autres, ils étaient à 2 nœuds. Et c'était silence complet. Et voilà, parce qu'en fait, tout le monde avait le chronomètre en main. Mais voilà, c'est vrai que même le dernier coup que j'ai fait, ouais, exactement, c'est une installation thermique un peu compliquée et je fais le décalage. Le tour de l'île de Ré. Va bien, on finit par un tour de l'île de Ré, exactement. Et en fait, un coup qu'il fallait réellement oser, quoi. C'est-à-dire que je mets tout dans la balance, quoi. C'est-à-dire si je me foire dans mon analyse, clairement, je l'ai perdu. Il n'y a aucun doute, mais je ne vois pas d'autre solution. Pour moi, c'est ça et je fonctionne comme ça. Quand je vois la solution, que j'ai passé tous les critères en revue et que c'est toujours la même chose qui ressort, je fais. Et puis, écoute, si je me trompe, j'aurais appris, mais là, ça passe et ça sauve ma solitaire. Voilà. Donc, mais clairement, une satisfaction énorme. Comme tu as pu le comprendre par rapport à mon histoire, pas forcément quelque chose que je visais à la base, donc je ne peux pas dire que j'en rêvais depuis des années. Inconsciemment, sûrement, parce que tu ne te bats pas. J'en étais à combien d'années 7 ans de Figaro. Tu ne tapes pas 7 ans de Figaro. Ouais. À essayer de progresser tous les jours si ton objectif final c'est pas de gagner. Donc c'est un peu, je trouve que c'est inconscient chez moi ces objectifs là, mais voilà, enfin j'ai atteint mon objectif et tant mieux parce qu'en réalité je suis cramé de 7 années de Figaro où on est sur un bateau qui est dépassé techniquement et j'ai juste envie de tourner la page et de passer à autre chose, quoi. T'aurais arrêté même si t'avais pas gagné? C'était la fin du projet Massif, j'avais fait mes 3 ans. Donc là, clairement, c'était fini pour moi. On allait sélectionner quelqu'un d'autre. Mais oui, j'étais lessivé de ça. Je voulais m'ouvrir l'esprit parce que le Figaro, c'est un carcan monstrueux. Alors qui est génial parce que la monotypie révèle, je pense, quand même le meilleur de nous. Mais c'est lourd à porter. C'est lourd à porter. Les règles sont lourdes. Le manque de liberté est lourd. Et voilà, on a envie d'aller voir autre chose. Et en réalité, pendant cette solitaire 2016... et pendant 2015 et 2016, je gère la rénovation d'un IMOCA pour un propriétaire avec qui je vais aller faire la Transat Jacques Vabre en 2017. Et je gère le nouveau Figaro, le Figaro 3,
avec Beneteau et VPLP. Tu t'as déjà l'esprit à côté. Aux étapes, ouais. Alors j'ai toujours été comme ça en fait. J'ai bien aimé les années où je marche bien. Généralement, j'ai un autre projet qui m'occupe la tête, même pendant les étapes ou voire entre les étapes. Donc, en 2016 par exemple, entre les étapes, je suis en réunion Skype avec le chantier et VPLP à dessiner les derniers détails pour lancer les moules en production du Figaro 3. Donc ça peut paraître dingue. Beaucoup de gens voient ça comme une distraction. Moi, j'en ai besoin. Ça me motive. J'ai besoin de quelque chose à côté. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, je n'hésite pas à mener 2 projets de front parce que je trouve ça stimulant et que je ne me déconcentre pas en fait de mes premiers objectifs. C'est là que se fait l'équilibre. Voilà, c'est l'équilibre. Enfin, je l'ai trouvé. Il faut se connaître là-dessus, hein, c'est sûr. Hein, ça ne s'invente pas comme ça. Mais voilà, ça. Puis ça me permet aussi d'envisager la suite et de la préparer, etc. Donc, en plus, comme je suis globalement un fan de technique et que je passe beaucoup de temps à préparer mes bateaux, alors je passe du temps à chercher les sponsors, à monter les projets, mais aussi à gérer les projets et à gérer le technique des bateaux. Gérer l'IMOCA, gérer le Figaro 3, ça m'a absolument passionné, et quand ça me passionne, voilà, ça me drive pour tout, quoi. Et alors du coup, à la sortie de cette solitaire du Figaro que tu gagnes, oui. C'est pas rien, hein, gagner une solitaire du Figaro ouais, dans notre monde, c'est quand même c'est exceptionnel, quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Tu racontes assez bien dans plusieurs interviews que tu te dis quand même je vais retourner chercher des sponsors avec un titre de vainqueur de la solitaire. Ouais. Et en fait, tu t'expliques que c'est difficile à valoriser, en fait. Oui, donc alors le désavantage du programme, ou d'un programme, on va dire, comme la Massif, c'est qu'on n'entretient pas les liens avec nos anciens sponsors ou avec notre réseau. Et du coup, je sors de là, je suis à 0. Alors 2017, je m'occupe du projet de Pierre Lacaze pour la Transat Jacques Vabre qu'on fait ensemble en IMOCA. Donc là, c'est génial, on a une super équipe, ça se passe super bien. Et en parallèle, je commence à chercher pour le Vendée Globe. Et effectivement, je me rends compte que, en fait, hélas, la solitaire, elle n'est pas vue à sa juste valeur, on va dire, et que quand tu vas avoir un sponsor, il te parle que de Route du Rhum et de Vendée Globe, et pas de. Et la solitaire, ça, c'est pas vraiment un argument, en fait. Alors, bien sûr, en tombant sur un spécialiste de la voile, ça va l'être. Ça va l'être, mais chez le chef d'entreprise lambda, ça leur parle pas, et ils n'arrivent pas à relativiser, en fait. Entre toi qui as fait tes 4 étapes de 4 jours sur ton Figaro à 150 000 décotes au maximum, et le gars qui a traversé l'Atlantique en Route du Rhum. Donc je me retrouve face à des gens qui me disent voilà, j'ai un pote, il a fait 30e en classe 40 au Rhum, et il me compare à ça, quoi. Alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout le cas, mais sauf que ça, c'est la réalité du terrain. Et donc voilà, je me dis, écoute, de toute façon, il faut trouver, il faut continuer. Donc l'objectif intermédiaire avec le Vendée, c'est la Route du Rhum. Je commence à réfléchir à ça. Je vois Louis Duc qui met son classe 40 à l'eau. Je vois quand même que c'est des beaux bateaux, c'est des belles choses. Tu en as fait un petit peu, tu en as fait avec classe 40, j'avais fait 2 Transat Jacques Vabre avec lui, donc je connaissais bien le support, donc j'avais un peu suivi, donc je voyais bien que l'évolution des classes 40 était quand même dans le sens du prototype performant. On est même aujourd'hui, je pense, proche du petit IMOCA, hein, en réalité, c'est tellement ils sont sympathiques ces bateaux. Et il y a 2 choses, c'est ça, et en fait je vais aider Damien Seguin en 2014 sur le départ de la Route du Rhum. Je lui fais un coup de main, je saute de son bateau au dernier moment sur une ligne de départ, machin. Et là, je vois la Route du Rhum, et je te jure, j'ai mes yeux qui se sont ouverts. Ça paraît bête, hein, parce que c'est notre milieu et tout ça, mais moi, je suis dans mon milieu de Figaro, et là, je vois l'envergure de l'événement, et je me dis, là, mon gars, il y a quand même autre chose. Ça serait peut-être pas mal que tu y participes quand même. Donc, je me mets ça en tête aussi, voilà, je veux faire la solitaire. Et j'ai un coup de fil. Non, le Rhum, ouais. Ah, le Rhum, pardon, excuse-moi. Et là, j'ai un coup de fil au départ de la Jacques Vabre, le soir avant le départ de la Jacques Vabre. En 2017, donc. En 2017. D'un investisseur qui me dit écoute, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Je dis je veux faire la Route du Rhum, et j'ai le choix, soit je loue l'IMOCA que j'utilise en ce moment et je vais me faire 10e en IMOCA, soit j'essaye de lancer la construction d'un classe 40, ou je rachète un classe 40 performant et j'essaye d'aller gagner cette Route du Rhum. Et il me dit non mais Johan, toi c'est la performance, faut que tu y ailles, machin. Donc, et il me dit écoute, voilà, moi je peux prendre
le leasing du bateau sur ma société. Toi, tu te débrouilles pour le reste. Je veux pas en entendre parler. En gros, tu trouves le budget de fonctionnement. Et en fait, on lance là, à ce moment-là, le truc. Et donc, pendant toute la Transat Jacques Vabre, je gère les devis, les places au chantier, les machins. J'affine ma réflexion. Alors, j'avais déjà vu et navigué un petit peu avec Louis. Donc, voilà, je suis en train de choisir entre 2 modèles. Et je vais choisir un plan Lift 40 construit chez Gepetto à Lorient, qui sera une belle histoire par la suite parce que on la connaît, mais on l'a raconté. Je vais gagner la route du Rhum avec. Et voilà. Et c'est marrant parce que c'est plein de petits déclics et les histoires s'enchaînent et sont imbriquées en fait les unes dans les autres. Et c'est ça qui, je trouve, rend les choses passionnantes. Mais on voit qu'il y a pas de grand champion sans une petite dose de chance aussi. Il faut savoir la provoquer. Mais voilà, aussi, c'est de la chance provoquée. Ouais, sûr, je pense pas qu'on puisse le dire autrement. Je prends des risques qui sont monstrueux. Hein. On lance un bateau qui coûte tout à fait. Non, mais je parle plutôt de l'investisseur qui appelle. Et de l'investisseur aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est presque la première fois que quelqu'un prend autant de risques à mes côtés. Parce que il a aucune idée de ça. Il sait pas si j'ai choisi le bon bateau. Il sait pas. Si je vais être capable, parce que je fais la maîtrise d'œuvre de la construction, je fais plein de trucs, je gère tout quasiment de A à Z. Et du coup, il a aucune certitude qu'à la fin, le bateau, il vaut pas un tiers de sa valeur et que lui, il a fait une perte énorme et qu'en plus, moi, j'ai juste plus de sous. Donc, voilà. Donc, là, du coup, tu changes vraiment. C'est très risqué comme stratégie. Tu changes totalement d'univers. Tu passes de la monotypie avec des bateaux qu'on achète sur catalogue à un projet où il faut trouver des sous, manager la partie technique, faire le sportif. Là, tu passes d'un projet monotype strictement sportif à un projet où il y a tous les compartiments à gérer, quoi. Oui. Et on gère tout parce qu'on est tout seul et on n'a pas de moyens. Donc, avec ma compagne, on fait tout, de la com au design du bateau, voilà, à tout ça. Et donc, on lance la construction. Moi, je fais la maîtrise d'œuvre. Je vais démarcher les sponsors en même temps. Mon premier sponsor, DLBC, qui sera affiché sous le nom de Vidol après, signe directement, presque avec des étoiles dans les yeux, parce qu'ils ont envie d'y revenir. Je leur parle de la route du Rhum, ça leur plaît. Et c'est hyper plaisant. Donc, je leur vends un beau package sponsoring. Mais derrière, il n'y a rien. Et ce package sponsoring, il ne m'emmène pas très loin financièrement. Donc, j'ai un stress monstrueux toute l'année 2017. Donc j'ai la construction du bateau, j'ai toute l'année 2018. 2018, je mélange toutes les années. 2017 c'est la Jacques Vabre et là on est en 2018. Ouais. Et pardon, toute l'année 2018, j'ai une pression financière monstrueuse et en plus on vient d'avoir une petite fille en décembre 2017, donc je cumule la construction de bateau. Tant qu'à faire, autant rajouter une petite. Donc je suis dans un état, mais je suis vraiment. J'ai des chutes de tension et tout. Je suis vraiment pas bien. Et en plus, donc je vais faire la première course avec le bateau. On fait la Dream Cup. Je la gagne. Bateau, je découvre le potentiel du bateau. Fantastique. Alors on est très tard, hein, parce que la Dream Cup, on est en juillet. Hein. Ouais. La route du Rhum, c'est en octobre. Convoyage retour avec mon donatien, mon fidèle préparateur. Et là, on se prend le mât sur la tronche. En fait, il y a une pièce qui a été mal réalisée et le mât tombe. Donc, on est au large de Guernesey. Et là, je fais un calcul rapide dans ma tête. Je fais juillet, ou même pas juillet, tu vois, août, septembre, octobre, route du Rhum. Il n'y a même pas le temps de faire un mât. Ou alors, je l'ai le 15 octobre. Laisse tomber, il faut qu'on récupère le pieu. Et là, on se bat pendant 3 heures. Moi, je saute à l'eau, je découpe des morceaux pour récupérer le poteau. Et on finit au moteur. Et on ramène à Lorient tout ça, expertise, assurance, chantier. Et là, en fait, je vois que les gens avec qui je travaille pas, enfin, tu vois, tous les fournisseurs, je travaille pas avec eux pour rien. J'ai à peine annoncé à certains que telle et telle pièce sont cassées. Ils m'appellent pour me dire, ok, c'est en production, tu l'auras à telle date, machin. Alors qu'on attaque les vacances d'août, quoi, les vacances d'été. Et là, je vois toute la mécanique qui se met en route. Et là, je me dis, là, celle-là, elle est pour nous. C'est pas possible. C'était juste l'histoire. Tu as connu ça, toi, en plus, un dématage. Tu sais ce que ça représente de remettre tout ça beaucoup plus tard que moi. Et voilà. Et j'ai des potes c'est clair que ça booste. Qui m'aident. Ça booste. L'implication des fournisseurs, ça secoue, quoi. Ça secoue. Émotionnellement. Honnêtement, émotionnellement. C'est fort, ça me remotive.
Voilà, on a un petit peu plus de sponsoring qui commence à rentrer. Alors, ça sera jamais faramineux dans l'histoire. Et donc, voilà, écoute, on va à la route du Rhum. Le village est fantastique. Alors, elle est encore plus énorme en plus. Enfin, pour ceux qui suivent la voile depuis longtemps. C'est la plus grosse. Moi, je l'ai couverte. J'en ai couvert 5 ou 6. Elle est gigantesque. Énorme. Monstrueux. 123 bateaux. Le village est monstrueux. Moi, j'avais dit à mes sponsors, vous avez connu le village de la Solitaire, vous verrez la taille du village. Sauf qu'en fait, la taille que j'avais vécue, c'était même pas celle-là. Et ils arrivent et ils voient le village de course et ils me font, non mais là, on est dans quelle dimension, quoi. Et c'est vrai que la route du Rhum, c'est vraiment impressionnant. Il y a un plateau de course monstrueux. Nous, on est 53 classe 40. C'est vraiment magnifique. Et donc, voilà, on est dans les 10 derniers jours. Et, voilà. Et je me souviens d'un truc, c'est que je fais mon analyse de performance quand même. Alors, c'est pour avoir mes polaires de vitesse, etc. Donc, c'est un peu technique, mais je fais toute mon analyse. Et là, je vois que j'ai 12 jours de nav exploitable pour faire mes polaires. Et là, je me dis, ah ouais, t'as quand même pas beaucoup navigué. Ah oui, t'as que 12 jours d'enregistrement. Que 12 jours d'enregistrement. On a que dalle. On a quasiment rien. On n'a pas navigué. Honnêtement, je crois que j'ai jamais pris un riz sur le bateau. Encore moins le deuxième ni le troisième. Je n'ai jamais navigué avec la trinquette. Et là, je me dis, va falloir que ça passe. Et on est quand même sur des machines relativement fragiles. À la première épreuve, j'ai cassé de la structure. T'es jamais sûr de toi. Le bateau, il fait fragile. Bon, j'ai confiance. J'ai un super cabinet d'architecte, un super chantier derrière. Mais tu te dis, voilà, va falloir que ça tienne. Et là, tombe la météo. Voilà, on va regarder ça. Mais juste avant, je voudrais savoir, j'ai une petite question sur l'ambiance au départ. Ce qui est assez frappant, sur une route du Rhum notamment, et vu la taille de l'événement, c'est presque le côté rouleau compresseur de la course pour les coureurs. J'en parle un tout petit peu en connaissance de cause, mais arriver à s'extraire justement de cette pression presque physique de la foule, de la pression médiatique, la pression des sponsors, la taille du truc. En fait, l'événement est tellement gros que c'est compliqué de lui résister. Alors, tu as de l'expérience parce que tu as gagné une solitaire, voilà. Mais les solitaires, elles font pas cette taille-là non plus. Non, les solitaires font pas cette taille-là. Par contre, j'ai clairement de l'expérience. Et ça se joue dans les petits détails. Donc déjà, on arrive à Saint-Malo, on est prêt, globalement. Donc, on n'est pas dans la panique, en train de chercher du matériel à droite à gauche. Tout est ficelé. On a, alors ça peut paraître bête, mais les logements au bon endroit, c'est-à-dire dans les endroits calmes de Saint-Malo. Je peux m'extraire, je peux passer mes après-midi tranquilles, des choses comme ça. J'ai des sponsors qui sont hyper compréhensifs. Ils ont calé leur RP hyper tôt. Ils ne sont pas là dans la dernière semaine, pas sur mon dos. J'ai juste une dernière visite le samedi, c'est tout. Donc, je suis relativement relax là-dessus. Et j'ai en plus un groupe de potes qui m'aident, surtout pour le départ, parce qu'on sort les bateaux à 4h30 du matin. C'est hyper tôt et il n'y a pas moyen que je sois à bord. Moi, je suis là en mode compétition, donc je suis au repos. Alors, autant dire que je n'ai pas dormi, donc j'aurais mieux fait d'être à bord. Franchement, je ne sais pas si c'était bien ou pas bien, mais voilà. Et en fait, j'ai Donatien, Corentin Auro et Ronan Tressard qui sortent mon bateau. Donc, une confiance totale. Les gars me préparent le bateau, nickel. Et après, j'ai Corentin Douguet qui m'emmène en zone sur zone, qui en plus m'a fait mon analyse météo, qui en plus, on le saura plus tard. Figariste de base quand même. Voilà, mais on s'entraide. Ouais. Non, mais c'est l'entraide, tu vois. C'est pas, honnêtement, toi, je peux te dire, il n'y a pas d'argent entre nous sur ces trucs-là. Ils sont là pour que je réussisse. Ils sont là, yo-yo, il faut que tu ailles la chercher. Je suis un peu, c'est un peu bête, mais je suis un peu leur représentant dans le truc parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de figaristes qui arrivent à quitter le circuit Figaro et aller faire les Rhum, les Jacques Vabre et tout ça. Et du coup, enfin, je le ressens comme ça, tu vois. Et je ressens, en fait, ils me disent un peu, bah, toi, tu as le privilège d'aller la faire. Ben, écoute, on va t'aider à aller la faire et on va montrer ce que c'est, tu vois, un peu de notre niveau. Je le sens. Alors, peut-être que je glorifie un peu le truc, mais je les sens vachement, tu vois, touchés par mon projet, par ce que je fais et par aussi l'ambition sportive qu'il y a et le résultat potentiel qu'on sent venir. Parce qu'on sent que clairement, on a le meilleur bateau entre les mains. Et je le dis à Saint-Malo, moi, j'ai le meilleur bateau, clairement. Et donc, ça me donne une confiance monstrueuse. Plus j'ai la rage, on a dématé, j'ai pas de thunes, ça va. J'ai une pression financière monstre. Donc, voilà, je sais que je vais aller la chercher. Tous les ingrédients sont là, quoi. Tous les ingrédients sont là. Donc, voilà. Donc, écoute, tu vois. Je prends le départ, donc j'ai mes potes. Il y a un petit briefing quand même, assez mythique quand même. Alors le briefing météo qui est ouvert à la presse. Ouais. Alors ça c'est le briefing du samedi matin, si je ne me trompe pas. C'est ça.
où le prestataire météo nous annonce l'apocalypse totale, en gros. Dans un silence de mort. Dans un silence de mort. Donc c'est un briefing qui est ouvert aux médias, qui est ouvert à tout le monde, les équipes, les coureurs, les médias, etc. Et dans un grand amphithéâtre. Il n'y a même pas de... Et donc il annonce... Il n'y a pas de question. Alors, son job, c'est d'annoncer le pire, parce qu'il est là pour des raisons de sécurité. Alors, c'est toujours la partie un peu délicate. Et donc il annonce 55, 60 nœuds. Et en gros, il nous dit texto, ça passe pour les ultimes, ça passe pour les IMOCA, les multi 50, ça passe. Par contre, derrière, je sais pas. Et là, donc derrière, silence dans la 40, salle. Les deux classes ROM. Les classes 40, les classes ROM, les amateurs, etc. Silence dans la salle. Moi, je sais que ça passe pas. Globalement, j'ai déjà fait mes routages. Je vois bien que ça va être tendu. Il faut trouver la meilleure porte de sortie et qui est pas facile à trouver parce que les conditions météo font que on sait jamais vraiment à quelle vitesse on va aller. Et voilà, et donc tout le monde commence à chercher parler des ports ça plombe l'ambiance. Tout le monde parle des ports de repli pour s'abriter. Quand est-ce qu'on repart, quand est-ce qu'il y a le créneau, tout ça. Moi, dans ma tête, le directeur de course dit n'hésitez pas à vous arrêter. N'hésitez pas à arrêter. Moi, je conseille 2-3 autres personnes aussi. Je leur dis n'hésitez pas à vous arrêter. Au final, je suis pas sûr que c'était un bon conseil, mais oui, parce qu'en fait derrière le schéma météo va être compliqué. On repartait très très tard. Et ça repartait quasiment pas ou très difficilement. Une semaine après. Et voilà. Mais je t'avoue, donc on sort de ce briefing. Et moi, je me souviens, donc il y a un journaliste, il y a Aline Méret du Télégramme qui vient m'interviewer. Et je te jure, je finis pas l'interview. J'ai la gorge nouée, j'ai les larmes aux yeux. Et là, je me dis, mais c'est juste pas possible. Tu sais faire, quoi. C'est ton job. La météo, tu l'as analysé le matin même. C'était pas ça. C'était fort. Personne va le nier, mais c'était pas l'apocalypse, quoi. Donc, faut quand même pas exagérer. Et je me retrouve dans mon bateau derrière, une demi-heure plus tard, avec 2 coureurs qui passent en larmes, tu vois, en mode non mais c'est pas possible, on va pas aller là-dedans et tout. Et puis j'essaye de les rassurer. J'essaie peut-être de me rassurer aussi. Et voilà. Et donc c'est sûr qu'en fait le problème de la préparation d'un Rhum, c'est qu'en fait on prépare globalement en été et on arrive, je crois le 25 octobre à Saint-Malo, on est en short t-shirt. C'est encore l'été. Passe le premier week-end, je crois que c'est lundi, premier front, froid, bonnet, polaire, veste, tout. Et là, tu vois les mines qui commencent déjà à descendre. Et c'est ça la route du Rhum, c'est que tu peux pas préparer la tempête dans l'été alors sauf un été tempétueux bien sûr, mais dans l'été d'avant. Donc tout le monde arrive avec une expérience de pétole en réalité. Et là c'est dur. Et donc forcément tout le monde a le moral dans les chaussettes. Et du coup, on sait bien qu'il va y avoir de la casse, on sait bien que la plupart ne vont pas finir probablement et qu'on va en plus en chier. Et du coup, quand tu prends le départ, cette émotion-là est évacuée. Oui. La raison est revenue, tu as tout rechecké. Ouais. Mais même le matin du truc, donc Corentin Douguet m'aide pour l'analyse. Donc en rétrospective, il a analysé le truc pile poil parce qu'il y avait 1 ou 2 critères à ressortir qui étaient essentiels. Et en fait, on parlait d'une hauteur de vague de 8 mètres. Donc 8 mètres, ça impressionne tout le monde, ça m'impressionne même moi. Sauf qu'il me dit, mais 8 mètres sur 250 mètres. C'est une très longue houle en fait, 8 mètres sur 250 mètres. Et c'est pas la même chose. Et donc en fait, on a analysé ça, et parce que souvent on choisit nos critères. Tu vois, on dit, on va pas passer dans plus de 5 mètres de mer. Sauf que là, plus de 5 mètres de mer, ça n'existait pas. Tu sortais pas du golfe de Gascogne. Donc, avec ce critère de 8 mètres et 250 mètres, on se dit, en fait, on l'oublie ce critère-là. On va pas le mettre dans notre routage. Donc on évacue ça, on se dit ok, ce champ de vague là, on le regarde pas, on peut regarder le reste. Le reste était à 2-3 mètres, ok, 2-3 mètres, on va le gérer. Les rafales 45 nœuds, ok, 45 nœuds c'est bon, je vais gérer, pas de souci. Et en fait, pas de souci, tu t'accroches. Hein. Mais voilà. Et donc en fait ça part, dans ma tête je suis confiant. Les garçons m'ont mis dans un super état d'esprit. Et voilà, on est parti. Donc on va jusqu'au Cap Fréhel, passe la bouée, on voit le spi, nickel. Et là, il y a déjà un premier coup où je me débrouille bien. Et en fait, je ressors de la Pointe Bretagne en tête ou quasiment en tête. Et je me mets direct dans un mode repos. Et je me dis, de toute façon, là, derrière, il y a un petit passage mou, puis un passage fort. Donc tu as intérêt à être en forme. Donc là, je suis prêt à reperdre des milles. Les gars me redoublent un petit peu, pas de souci, nickel. Et je me dis, de toute façon, derrière, c'est une étape de Figaro. Derrière, tu en as pour 4 jours. Ces 4 jours, tu décroches pas. Derrière, tu as le droit de dormir autant que tu veux. Mais ces 4 jours-là, ils sont clés. Et donc, je pars dans l'option
en fait, pour moi, la plus rapide, la plus payante, qui est d'aller plein ouest à l'encontre du front, du gros temps. Et voilà. Et bon, après, j'arrive à tricoter là-dedans pas trop mal. Le bateau résiste bien. Il n'y a pas trop de casse. Et surtout, le bateau va monstrueusement vite. Alors ça, on s'en était rendu compte avant. Ouais, mais là, sauf que tu le découvres un petit peu quand même. Je le découvre un peu, sauf qu'on avait eu un tout petit épisode lors de l'Azimut. Le dimanche avait été annulé et on sort quand même. Et on va naviguer dans 25. L'Azimut, c'est la régate qui est à Lorient. C'est la dernière régate, avant la grande course. La grande course qui est à Lorient et qui réunissait les classes 40 et les IMOCA. Et donc on fait ça et je sors donc avec des copains et voilà, je me souviens, on règle le bateau et le bateau va à 9 nœuds et demi au près. Enfin, il va à 9 nœuds et demi sur un bord. On se dit, bon, on n'est pas au près. On vire et on fait un bord de 90 degrés bord sur bord. Donc on fait du vrai près. 9 nœuds et demi. Et là, je me dis, waouh. Là, ce canot-là, il a un bon potentiel. On se fait un bord derrière de reaching. Parce qu'en fait, tu ne connais pas réellement son potentiel de fond parce que tu n'as pas au-dessus de 20 nœuds, en tout cas. Pas au-dessus de 20 nœuds. Et en fait, en dessous de 20 nœuds, le bateau ne crée pas un différentiel monstrueux. Il tient les eaux hautes. Il est peut-être un petit peu plus à l'aise par moment, mais c'est pas. On parle peut-être de 0,1 ou 0,2 nœuds, quelque chose de faible. Sauf que là, on parle au près presque un nœud de vitesse. Le truc est un avion de chasse. Et là, je sens qu'il y a quelque chose, parce que je l'ai choisi aussi pour ça. C'est-à-dire quand j'ai fait mon analyse entre choisir le Lift 40 et le Mac 40, j'ai vu que le potentiel, il fallait l'avoir au près et au reaching pour se barrer de l'Europe. Et ensuite, l'Alizé, c'était du portant et que, bon, grosso modo, si tu avais un peu d'avance, tu arrivais à gérer, peu importe le design. Et donc, je suis content de mon analyse, parce que il a les bons points que je cherche. Et voilà. Et donc, ça paye, parce que sur les premiers jours, je vais très, très vite. En plus, je me décale dans l'ouest, donc je chope la bonne option, la bascule avant, et voilà, je me barre et je passe Madère, les Açores en tête. Je creuse, je suis à près de 100 000 d'avance, et là, je me dis, ok, là, tu redescends d'un cran en engagement parce que c'est pas le moment de casser le canot. Et en plus, on n'avait pas l'impression de l'avoir totalement fini le canot parce qu'on avait eu très peu de temps. Très peu de moyens humains, aussi financiers, donc humains. Et il y avait quelques craintes sur le matériel quand même. Donc voilà, là je calme le jeu. Et surtout, tu racontes assez bien à quel point le bateau te surprend par son inconfort. Ouais, c'est très violent. Ça bouge beaucoup. Il saute de vague en vague. C'est extrêmement raide. Alors qu'il n'est pas en carbone. C'est en fibre de verre. 40, c'est de la fibre de verre. Voilà, alors c'est quand même de la très bonne fibre de verre avec une très très bonne mise en œuvre. C'est impressionnant. Faut savoir qu'au ponton, je vois quand même les gens marcher quand je suis à l'intérieur du bateau, je vois les gens marcher à travers la coque sur le ponton. Donc c'est fin. T'as du mal à réaliser comment ça va résister aux impacts des vagues. La réalité, c'est que ça tient très bien. Mais on en rentre dans un domaine où en fait, on ne maîtrise plus les charges déjà sur ces bateaux de cette taille-là, et qu'en fait, voilà, ça tape fort, mais on ne sait pas où on en est du composite, quoi. Et voilà, donc écoute, ça se passe bien. Ça se passe même très très bien. quel goût elle a celle-là par rapport à une victoire à la solitaire? Bon, pour moi, émotionnellement, elle est mémorable. En plus, il y a beaucoup beaucoup de monde à l'arrivée. Beaucoup de ma famille, des sponsors qui sont venus. Voilà. Et en plus, le fait de faire le tour de la Guadeloupe, qui soit un peu lent et tout ça, et en plus, je me tanque. T'as le temps d'infuser un peu. Je me tanque 3 heures dans un grain à 1 heure de la ligne, tu vois. Donc, j'ai le temps de voir venir tout ça. Et ouais, le goût, il est magique parce que le projet a été dur, mais il a été beau, humainement. Il a été magnifique. J'ai embarqué avec moi des centaines de gens qui m'ont aidé sur ce projet et dans les entreprises, etc. Et qui sont à fond derrière moi. Et ouais, c'est beau. Franchement, c'est une des choses dont je suis le plus fier parce que voilà, elle est complète en fait. Elle est complète. Elle est de A à Z, du choix du bateau en décembre à la victoire en novembre. Ouais. Et clairement, un grand souvenir. C'est une opération commando. C'est une opération commando. Bon, comme on a dit au début, j'adore ça. On se plie en 4 pour ça. Tout le monde
mais même dans ma famille et tout ça suit. Enfin, toi, on est embarqué. On racontera la solitaire de cette année peut-être, mais c'est un peu la même chose. Voilà, tout le monde est derrière moi dans ces projets et c'est fantastique. C'est d'être soutenu autant et je pourrais pas sans eux parce qu'il y a trop d'implications. En fait, j'embarque tout le monde avec moi dans mes projets. Donc voilà, j'ai presque une responsabilité vis-à-vis. Ça met la pression. Oui, ça met une certaine pression, c'est sûr. Et voilà. Et bon, en plus maintenant, globalement, je suis attendu au tournant à chaque fois, donc bon. J'ai une vraie pression sportive, on va dire. Et alors du coup, à la sortie de cette route du Rhum, justement, on va attaquer la dernière partie. Ouais. À la sortie de cette route du Rhum, dans quel état d'esprit t'es? La même chose, tu te dis, bon bah là, les gars, j'ai gagné une solitaire, j'ai gagné une route du Rhum. Ouais. Maintenant, je vais peut-être récolter les fruits de tout des résultats et de cet investissement-là. Ouais, je me dis ça exactement. Surtout que en remuant ciel et terre pour trouver du sponsoring, on a quand même généré beaucoup de contacts. En septembre 2018, on n'est pas loin d'engager une grosse entreprise sur un projet Vendée Globe gagnant, tu vois, en rachetant un Hugo Boss ou quelque chose comme ça. Donc j'ai vécu des trucs, des ascenseurs émotionnels assez forts en 2018. Et je me dis, bon là c'est bon, avec tout ce qu'on a fait, c'est pas possible, ça va payer. Et donc bon, j'ai un des sponsors qui est chaud pour la suite. Et en fait, ça se révèle être une piste froide. Voilà, parce qu'économiquement, ça devient dur pour eux. Et voilà, ils n'ont pas maîtrisé cet aspect-là. Et en fait, je me retrouve avec plus grand-chose. J'ai eu un appel quand même, mais pour naviguer, de Pierre Quiroga avec Massif, directement après le Rhum, donc qui me book pour le début de saison pour aller faire du Figaro 3 et la Sardinia Cup. Donc ça, je prends direct parce que je sais globalement que je suis quand même pas sûr d'avoir quoi que ce soit d'autre. Puis un petit peu de Figaro, comme dit Yadenies, un petit. Revenir au Figaro. Il faut toujours avoir un petit Figaro de côté. Bien, te prendre 2-3 bâches l'hiver, ça remet les idées en place. Mais j'ai rien. Et en fait, voilà. Il y a que dalle. Et en fait, je t'avoue que je passe un mois de janvier et février où j'arrive à peine à me lever le matin. J'arrive pas à répondre à mes mails. Voilà, je me fais un mini coup de blues, une mini déprime. Parce que l'ascenseur émotionnel est fort. Tu montes, tout le monde t'applaudit, tout le monde te félicite, machin. Plus un mail, plus un appel, pas de sponsor, pas de suite, pas de machin. Recommencer à zéro à chaque fois. Et voilà, et l'impression de recommencer à zéro, quoi. Et l'impression de me dire, mais c'est juste, c'est pas possible, quoi. Tu te dis, je vais pas y arriver. Et puis, faut voir qu'à côté de ça, moi, j'ai mes potes qui décrochent des budgets IMOCA, quoi. Donc, Charlie Dalin, la Massif, lui donne un budget. Seb Simon, marqué à Paprec. Voilà, donc je suis dans la même catégorie que ces gars-là, des vainqueurs ou des quasi-vainqueurs de solitaire, enfin d'un très très bon niveau, et il n'y a rien qui arrive, quoi. Alors que je pense que j'ai bien remué. C'est éther. Donc c'est très frustrant. J'ai avalé ma frustration il y a quelques mois, mais ça m'a mis longtemps. Voilà, donc je pars dans une optique où je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà, je suis plus trop sur le Vendée Globe. Et puis en fait. Et du coup, le Vendée, c'est un objectif comme la Route du Rhum. C'est un truc où c'est. Ben oui, ça le devient en fait. Le problème, c'est que le Vendée Globe. Il y a la même magie que le. En fait, il y a la magie de l'objectif suivant. D'accord. Pour moi, voilà. Tu vois, pour un Vendée Globe, je rêve pas d'aller passer 3 mois tout seul. Clairement, c'est pas ça qui me drive. Mais par contre, je trouve que le projet, il est fascinant. Les zones de navigation, le challenge sportif est fascinant. Voilà. La partie projet, elle est extraordinaire. Monter tout ça, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire en ce moment parce que j'ai une vraie équipe derrière et je commence à driver des gens pour aller chercher des sponsors et des choses comme ça. Je m'éclate. Honnêtement, je m'éclate. Mais voilà, ça, c'est un objectif, j'ai envie de te dire, comme un autre. Et en fait, qui devient plus très réaliste parce que jusqu'à septembre 2018, je me dis je peux encore la faire d'une façon compétitive parce que je peux encore acheter un bateau compétitif, sauf que les bateaux partent, ils sont vendus et il n'y a plus rien. Et là, je me dis ok, je fais une croix dessus. Et là, tu vois, je me souviens, je suis dans mon container et ça va le faire marrer, mais il y a Anto Marchand qui vient me voir, il me fait mais non, t'es bête. Faut que tu y ailles, tu fonces. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, donc tu fais ça. Puis bon, j'en parle à Margot, ma compagne et tout, mais elle dit mais oui. Puis on se dit en fait, on s'en fout, quoi, parce que on va aller le faire sur un vieux bateau. Donc j'ai le bateau de Pierre Lacaze dont je m'occupe toujours, qui est potentiellement à disposition. Alors c'est un bateau de 2004, donc
il y a plein de coureurs, on va dire de ma catégorie, qui refuseraient catégoriquement d'y aller. Ils trouveraient ça dégradant. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, c'est une chance d'aller faire le Vendée Globe, une chance de aussi mettre en avant mon projet, le vendre pour un projet gagnant de 2024, parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix pour 2024. Et je trouve que c'est le meilleur argument de vente pour la suite, c'est de dire j'ai fait 2020. Donc je me relance dedans et je me dis de toute façon, même si je ne trouve pas, ça me refera de nouveaux contacts sponsors, ça me refera de rencontrer plein de gens qui peut-être un jour m'ouvriront les portes d'autres choses qui déboucheront sur des choses meilleures. Alors du coup, je me remets en chasse aux sponsors. On était censé parler de la solitaire de cette année, mais on y est. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, tu passes le début de l'hiver à Bord-la-Forêt, tu refais ta gamme sur le nouveau Figaro 3. On apprend à naviguer sur le Figaro 3. Voilà. C'est vraiment ça, on apprend à naviguer. Parce que... Et du coup, tu relances ce projet Vendée à la même période, donc j'imagine. En même temps, je réactive les choses, on remet tout à jour, les sites internet, les plaquettes, je redémarche. Alors, il faut que je réexplique aux gens pourquoi je vais me relancer là-dedans, etc. Et là, coup de fil. Je fais la Sardinia Cup avec Pierre Quiroga, un petit jeune qui va bien, et un skipper massif, du sud. Et oui, exactement, du sud, et qui découvre Port-la-Forêt et tout. Donc je l'accueille un petit peu aussi dans ce milieu-là. Et à la fin de la Sardinia Cup, j'ai un appel donc de Marine Dorien, qui est la personne qui gère le hub et qui gère le projet Figaro de Charles Caudrelier en réalité. Donc le hub, c'est la structure d'écurie d'OC Sport. Le hub, voilà, exactement. L'écurie qui a été montée chez OC Sport et installée à Lorient, où ils ont donc loué un des gros hangars qui est sur le front de mer à la base. Et Charles est annoncé partant, alors on le sait aujourd'hui, pour Gitana, pour aller faire de l'ultime. Et donc va lâcher le projet Figaro. Et Charles leur fournit deux noms, Nicolas Luneven et moi. Donc, le monde est petit. Le monde est petit. Donc il avait, si on se souvient bien, filé son projet à Nicolas Luneven. Et moi, il m'avait accueilli en tant que préparateur, puis il m'avait prêté son bateau. Donc voilà, je me dis, encore Charles Caudrelier, c'est quand même incroyable. Et puis entre-temps, il avait gagné la Volvo, donc c'est devenu un encore plus grand skipper. Quelqu'un qui a plus que prouvé ses capacités. Et donc, c'est quand même pas rien d'avoir un skipper comme ça qui t'appelle pour te dire écoute, tu vas reprendre mon projet Figaro. Donc voilà, écoute, je suis choisi en tout cas pour faire le projet. On est quasi mi-avril. Il y a à peine le temps de commander les voiles parce que ça n'a pas été fait parce qu'eux ils savaient que ça allait tomber et de s'organiser. Et voilà, et donc on remet tout en place. Et par le hasard des choses, Donatien revient dans l'histoire, préparer les bateaux. Donc on est 3 bateaux au hub, il y a Fabien Delahaye et il y a Benjamin Schwartz. Et donc ils nous préparent nous 3, plus on récupère un autre préparateur de Dongfeng. Et là on sent une sauce qui commence à prendre. Il y a une cohésion d'équipe, il y a un travail fantastique qui est fait. On prépare les bateaux. Tout est très court pour tout le monde cette année-là. Parce que techniquement il y a eu pas mal de soucis sur les bateaux. Et il a fallu les réparer. Tout le monde est usé par tout ça. Et donc moi, j'arrive un petit peu plus frais parce que c'était pas mes projets. J'ai pas subi tout ça. Et voilà. Et on part direct quasiment sur la solitaire du Figaro. Alors à l'époque sans sponsor, sponsorisé juste par le groupe Telegram. Et donc qui est propriétaire de ces sports. Dans ces sports, une filiale. Ça remonte les filiales, mais oui, exactement. Oui, mais c'est pour expliquer que quand on dit qu'il n'y a pas de sponsor, c'est détenu par le groupe Telegram, exactement, qui est sponsor de mon bateau et qui trouve un autre sponsor, Hello Work, qui est une autre filiale du Telegram. Exactement. Et du coup, on est à Nantes en train de sticker les voiles et le bateau. Tu vois, donc ça arrive vraiment à l'ancienne. Voilà, exactement. Et donc on part sur cette solitaire 2016, donc de cette année, et 2019. Oh là là, c'est fantastique. Les dates, je n'y arriverai pas. Je suis un peu cramé. Tu vois. 2019. Merci pour ceux qui suivent encore. Et là, t'es dans quel état d'esprit en fait? Écoute, je suis hyper détente. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Je suis là pour m'éclater. On m'a donné le projet tard. Techniquement, je me sens à jour. Je suis un peu comme au Rhum en fait, si tu veux. Tu vois, je suis un peu en mode, ok, mon bateau, je l'ai eu tard. Mais techniquement, j'ai tout. J'ai pas de raison. Mon bateau, il est prêt. J'ai les voiles que je veux. Je sais faire. J'ai fait ma job list, elle est complétée. Je sais faire. Je connais la pellicule. Ça va être dur. Ça, tu t'en doutes, parce que le niveau, il est dingue. Le plateau, il est incroyable cette année-là.
Et je me dis, ok, bah écoute, déjà un top 10, si tu navigues bien, ça sera pas mal. Et donc je suis parti avec ça en tête. Et voilà, donc deux premiers jours un peu compliqués sur la première. Et là, je me dis déjà, oh là là, si c'est 4 étapes comme ça va être dur. Et là, en fait, j'arrive à prendre le bon fil des choses et surtout avoir les bonnes analyses météo, parce que la solitaire 2019 se joue beaucoup en météo. Et je claque la première étape, quoi. Alors de justesse, parce que j'ai un petit jeune qui me colle au basque, Tom Laperche, qui me la laisse pas facilement, cette victoire. Mais voilà, incroyable. Donc en plus, pour moi, Kinsale, c'est quelque chose de mythique. J'y suis déjà allé en 2010, je crois. C'est beau. Et là, on fait une arrivée magnifique, sous le soleil, dans le thermique, sous le phare, à la pointe. Les lumières dorées un peu l'émotion incroyable. Du truc, c'est vraiment un moment fantastique. Fantastique. Et puis j'apprends forcément, parce qu'on commence à comprendre qu'en fait, il y a des heures et des heures. Et là, je me dis, mais là, on a créé le top 10, quoi, déjà. Donc la première étape est belle. Deuxième étape. Et en termes de sensations, est-ce que tu as le fameux fluide dont on parlait? Ben écoute, ouais, c'est dur à dire, parce que ça généralement, on le dit sur plusieurs étapes, parce qu'on sait très bien que c'est quand même facile de se prendre les pieds dans le tapis. Tu fais une décision de travers et tu perds toute chance. Donc c'est compliqué, quoi. Je sais que j'ai pris au moins une bonne décision, qui était de faire une route assez directe sur le Fastnet, et qui a été payante. Je sais que je vais bien globalement en vitesse. Je vois que ça va pas mal. Tu vois, la machine, je trouve que plutôt la machine se met un peu en route, quoi. Je sens que ça cogite bien, ça va vite. Je suis bien avec mon bateau. Il me plaît de plus en plus. Et voilà. Donc je sens qu'il y a une dynamique positive, ça c'est sûr. Après, je me dis, attends, laisse tomber. Il y a encore des gars là, ils sont à un quart d'heure, 20 minutes derrière moi, qui marchent très très bien. Même 3 quarts d'heure, encore jusqu'à 1h30. Je me dis, de toute façon, là, ça joue. Ces gens-là, ils sont dans le match. Ce qu'on se dit après d'habitude, quoi. Même si on sait qu'une heure perdue, c'est quand même compliqué à récupérer sur quelqu'un qui est en forme, quoi. Voilà. Donc après, on part à la deuxième étape. Et là, bonne nave, surplus de vitesse dans la brise. Je m'éloigne des gars, des mes poursuivants qui étaient juste quand même Morgan Lagravière, Armel et Adrien Hardy et Gilles Damaé. Et je fais 2 à l'étape. Bon, je fais quelques erreurs de nav, j'aurais pu la gagner. Adrien fait un super coup par le sud du DST. Voilà, je fais 2. Donc 1 et 2. Paf, avec de l'écart encore. Incroyable. Et en fait, du coup, je me retrouve seul en tête avec 1h30 d'avance, je crois, hein, quelque chose comme ça, sur le deuxième. Voilà. Donc là, je commence à me dire, waouh, il y a quelque chose à jouer, ça va être top, ça va être génial. Et à la fois, je suis encore, même en dehors des naves, je suis encore relativement détendu. Ce qui me surprend, mais je pense qu'avec l'expérience, j'arrive à gérer la pression beaucoup mieux. Et voilà, et donc j'essaye de faire des trucs mesurés, sans trop prendre de risques, mais voilà, avec un engagement fort. Et puis il y a cette fameuse 3e étape, avec la prison d'Aurigny. Cette fameuse 3e étape, quel est le regard des autres filiéristes sur toi à ce moment-là? Ils se disent, oh là là, mais lui, on l'avait pas trop vu venir, mais il faut s'en méfier un peu. Je pense qu'il y en a. J'étais pas dans les pronostics, ça c'est sûr. T'es même dans la position idéale au final. Ouais, je suis en position idéale. Honnêtement, ce qu'en pensent les autres, je m'en fous un peu. Oui, mais j'imagine bien, mais moi, je me dis quand même que non, les mecs qui me connaissent bien, qui m'ont vu à la Maître Coq aussi, où j'ai été assez performant malgré 1 ou 2 mauvais choix et 5 mètres de corde à nœud, la moitié de la régate dans ma quille, j'étais plutôt dans le coup, quoi. Donc je pense que personne m'avait éliminé, mais il y avait un tel plateau que de toute façon tu ne contrôlais pas personne. Donc voilà, enfin tu pouvais juger que les gens étaient bons, ça ne changeait pas grand-chose à la donne en réalité, quoi. Donc voilà, peut-être que j'en surprends plus d'un, tant mieux. Mais voilà, après moi je me surprends moi-même. Enfin, je vise plutôt un top 10, j'essaie de maîtriser mes coups et de pas rater, parce que bon, je me dis aussi, t'as intégré le hub, il y a une belle opportunité de construire une histoire, donc va pas la gâcher en faisant 30e, quoi. Ça serait dommage. Voilà. Il y a un peu de ça, mais c'est pas des choses qui me mettent la pression. C'est pas, ça m'empêche pas de naviguer détendu, donc ça c'est l'avantage. Voilà, donc écoute, 3e étape du coup, prison d'Aurigny, avec le fameux surplace dans le courant. En fait, on fait un mauvais choix.
Je ne savais pas. J'essaye de passer à ras des cailloux. En fait, c'est là où il y a le plus de courant. Et quelques heures plus tard, on se décale au large. On arrive à passer, sauf que les 3 premiers se sont échappés. Donc ça donne des images extraordinaires. Hein. Ça donne des images magnifiques dont on me reparle à peu près tous les jours. Voilà. Mais un petit coup de stress. Tout le monde se dit, ouais, alors un peu un coup de stress. Voilà. Alors après, je suis souvent un peu fataliste. Donc je me dis, écoute, s'ils ont gagné la solitaire là-dessus, tant mieux pour eux. Moi, j'ai été le suivant à passer, quoi, si tu veux. Donc, c'est pas comme si j'étais 5-10 000 derrière et que j'avais fait une nuit mauvaise avec des mauvais choix ou à dormir ou je sais pas trop quoi. J'étais dans le coup, quoi. J'étais 200 mètres derrière Anto Marchand. La porte se ferme. La porte se ferme. Okay. Il fallait bien un moment où elle se ferme. Elle s'est fermée sur moi, c'est comme ça. Et en plus, donc derrière, c'est le cumul parce que ça renverse dans l'autre sens. On met le mouillage. Je casse mon mouillage en premier. Je recule de 15 000, donc je pars de loin. Et en fait, la réalité, c'est que je ne sais pas combien de temps ces 3 échappés ont de retard au général. Donc, ça me. Tu pars sans le classement ? Ouais, voilà, parce que j'ai jamais eu le général. Où si tu veux, le général du 2e et du 3e, tu as à peu près une bonne idée. Je savais que c'était 1h30 ou un truc. Là, je ne sais même pas entre 5 et 15 heures où est-ce qu'il se situe. Donc j'appelle Corentin ou Douguet ou d'autres, et puis je dis, vous savez, les gars, combien ils sont ? Alors, il y en a, ils me disent, ils sont arrivés le matin à Kinsale. Ah ouais, d'accord. Mais petit matin ou matin ? Personne n'a le document avec. Non, on n'a pas le document. Et puis en fait, la flotte est tellement étalée qu'on n'a même plus de bateau de course et tout ça. Donc je fais toute la course jusqu'à l'île de Bas sans savoir où ça en est et encore moins. Alors il faut savoir que comme on passe Ouessant, je crois, ou un peu après Ouessant, et on nous dit ils sont arrivés, quoi. Ah ouais. Ouais, d'accord, ils sont arrivés et moi il me reste juste toute la Bretagne à remonter et on est contre le courant quasiment jusqu'au bout dans 8 nœuds de vent, tu vois. Et là je me dis ok, d'accord. Tu découvres à Ouessant la réalité de l'écart, en fait. On avait eu avant on avait une idée, on a entendu 77 000 ou je sais plus trop quoi en Angleterre. Mais bon, tu sais pas, et puis tu te dis, probablement ils vont être collés à Ouessant contre le courant. On savait pas trop bien comment ça allait se passer et tout. Donc tu te fais des scénarios un peu positifs, quoi. Voilà. Et donc, en gros, à l'île de Bas, j'arrive à avoir le directeur de course qui me dit, écoute, ils ont tant de retard et tant de retard. Donc je sais plus combien c'était, 11 heures quasiment. Donc je fais un calcul rapide, je me plante 4 fois de calcul et tout ça. Et en fait, je découvre que oui, il va me rester encore 1h30 d'avance, quoi. Tu as eu le temps de cogiter tout le long de la non, je me suis endormi direct. Ah ouais. Parce que je pense que j'étais clairement tendu. Non, mais entre Ouessant et l'île de Bas, ouais. Tu as eu le temps de cogiter. J'étais en train de faire des timings dans ma tête, tu fais des calculs, à un moment t'arrêtes parce que c'est juste ridicule et ça va pas te faire avancer plus vite de toute façon et le seul intérêt c'est d'aller vite vers l'arrivée. Voilà. Mais quand on m'annonce l'écart en fait qu'il va y avoir, au final, je m'écroule et je m'endors dans le cockpit. Et je suis mort, lessivé. Et je perds probablement 20 minutes dans l'affaire à mal naviguer sur la fin de cette nave parce que juste je suis dans le coltard complet et parce que j'ai cravaché comme un dingue pendant quasiment 3 jours pour minimiser le retard. Donc on arrive au départ de la dernière et j'ai 1h11 je crois d'avance sur Gilles Damaé. Alors, le paradoxe, c'est que dans les anciens temps du Figaro, 1h11 avant le départ de la dernière étape, c'est pas. C'est pas alors moi je dirais, mais ça semble raisonnable. 1h11, c'est gérable en plus, ça se gère parce que généralement tu gères ça sur 1 ou 2 personnes. Sauf que toutes les règles ont changé, sauf qu'il n'y a plus rien de stable. Je suis pas tout à fait d'accord sur cette analyse-là. C'est le sentiment qu'on a. C'est le sentiment qui fait plaisir à tout le monde et bon, tant mieux. Peut-être bien. Non, mais c'est vrai. Mais je pense pas que le nouveau bateau change beaucoup. Vu les étapes qu'on a vécues jusque-là, on se dit qu'il n'y a pas de raison que la 4e soit pas aussi ouverte. En fait, pour moi, cette solitaire, elle a été une solitaire d'analyse météo. Et en fait, les scénarios météo étaient très compliqués. Et on a souvent tendance, tous, et moi le premier, à regarder les fichiers, voir que c'est compliqué, pas réussir à en sortir une analyse fine et se dire, on verra ça sur l'eau, c'est le bordel. Et en fait, on a travaillé avec mes 2 autres compères du Hub, avec Marcel Ventriès, qui est un grand météorologue, un grand routeur. Donc on bénéficie de ses conseils avant le départ et il se triture le cerveau pour nous trouver des analyses fines à chaque fois. Et à chaque fois, il l'a dans le mille. Il comprend ce qui se passe. Et en fait, il me le met en tête et je pars sur les étapes avec le schéma
hyper clair. Enfin, pour moi, hyper clair. Là où les gens disent c'était n'importe quoi, c'était la foire. En fait, pour moi, c'est pas du tout la foire. Il se passe exactement ce que Marcel m'a dit. Et je suis en train de lui faire monter ses prix là. Non, mais c'est la réalité. Et en fait, les écarts sont créés parce que la météo était hyper instable. Et d'ailleurs, on l'a vu, je pense, sur la 4e, qu'il y avait des parties de météo un peu plus stables, où ça se suivait, on était dans le coup et tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a des gros différentiels de vitesse. Il y a des différences de maîtrise du bateau aussi. Dans certaines phases, par exemple au portant, on ne sait pas très bien encore comment le faire avancer. On a beaucoup appris là. Donc, mais ça crée des écarts. Tout ça, ça va vite se combler. Et je pense qu'on repartira dans un schéma qui sera proche de ce qu'il y avait avant, mais avec quand même un bateau qui ouvre un peu plus les options et qui est surtout beaucoup plus fun à faire naviguer, puisqu'il n'a pas de trou, il n'a pas de manque. Il marche tout le temps, il avance tout le temps globalement, et il est assez fantastique pour ça. Du coup, tu es content de ton travail en tant que... Oui, alors moi, quel était ton titre précis sur le moi je suis pas architecte du bateau. Tout le monde me dit t'es architecte, t'as participé. Non, en réalité, moi j'ai coordonné le projet en représentant les coureurs. Donc j'ai été en charge de mettre en place le cahier des charges, de le faire respecter auprès des architectes, etc. Et de suivre avec les architectes, de designer le plan de pont et 2-3 choses comme ça, décider des voiles, parce que ça a une influence sur les coûts ensuite, etc. Mais le design, enfin par exemple le système de foil, j'ai zéro influence dessus, sauf 2-3 critères qui sont, je sais pas, ça doit se vider automatiquement, ça doit rentrer dans une place de port. Enfin voilà, j'ai un peu cadré certains critères, mais c'est pas, je suis pas architecte du bateau. Et par contre, eux nous ont vendu un projet qui aujourd'hui, je dois dire, est devenu une réalité. C'est vraiment, le bateau fonctionne comme ils nous l'ont vendu. Et ça, c'est assez exceptionnel, j'ai trouvé. Et ils ont fait un super travail là-dessus. Et donc, je suis fier du bateau, effectivement. Voilà. Quel goût elle a? Je repose la même question à chaque fois sur celle-là, parce que c'est des belles victoires qui s'enchaînent. Mais celle-là, c'est quoi? C'est la surprise. Du coup, c'est aussi peut-être une forme de maîtrise quand même. Là, pour le coup, on ne gagne pas une première solitaire du Figaro par hasard. On ne gagne pas une route du Roman Classe 40 par hasard. On ne gagne pas encore moins par hasard une deuxième solitaire du Figaro quelques années d'intervalle. Non, c'est pas pour te jeter des fleurs, c'est juste une question de logique. Non, c'est une réalité. Je pense que je suis arrivé à un niveau de maîtrise de mes projets, au moins dans des projets de cette dimension-là, qui est bonne, parce que aussi j'ai une implication forte dans le technique et dans la gestion du projet. Donc je monte ça exactement comme je veux, j'ai toute l'expérience que je veux. Et après, voilà, j'ai l'expérience maintenant en navigation qui me permet de faire les bons choix et la structure de décision qui me permet de faire les bons choix. Et j'ai aussi des certitudes sur la façon de faire avancer les bateaux aujourd'hui qui m'ont l'air d'être les bonnes et que je mets en place à chaque fois. Et donc à chaque fois, je suis très rapide à la mise en œuvre et à l'optimisation de mes bateaux. Donc c'est là où je gagne beaucoup de temps aussi, quoi. Donc je sais ce que je recherche et ça c'est bien, quoi, c'est sûr. Alors, du coup, après, cette solitaire, sans avoir des certitudes, tu vois. J'espère pas, en tout cas, qu'ils vont me coûter cher plus tard, parce que tout ça, ça évolue avec le temps. Du coup, là, c'est la victoire de la maîtrise. Ouais, je sais pas, on peut dire ça, c'est pas à moi de le dire, hein, clairement, c'est trop difficile, mais moi je trouve que c'est la victoire en fait qui valide le reste, si tu veux, parce que si tu prends 2016, je me bats contre Charlie et contre Nico Lundven, etc. Mais il manque les grosses têtes d'affiche qui sont au Vendée Globe. Et on a beau être dans mon niveau, on se dit ok, il a gagné, mais il n'y avait pas les têtes d'affiche. Au Rhum, c'est un peu pareil. On dit il a gagné, mais il a gagné en classe 40. Mais moi aussi, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste un constat factuel, quoi. Les rockstars, elles étaient en IMOCA, sauf qu'il y en avait 3 à l'arrivée, et que le reste, c'est des gens qui ont un niveau améliorable. Mais non, mais c'est la réalité. Et en classe 40, bon, c'était un plateau fantastique. Je pense qu'on était réellement pas mal pour la victoire, mais on ne sait pas la positionner dans la scène nationale de course au large. Alors que là, cette solitaire-là, on pouvait cette année difficilement faire meilleur plateau, quoi. Et donc du coup, pour moi, elle valide tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, pour moi, elle valide aussi le niveau de la classe 40, des choses comme ça, qui est excellent. Les premiers bateaux de classe 40,
c'est des vrais professionnels avec un très bon niveau. Et voilà. Et du coup, quand je suis allé me battre avec eux, je me battais vraiment contre des gens. Je n'étais pas tout seul. Alors, j'avais un différentiel qui était créé aussi par, je pense, la qualité de mon bateau. Mais le niveau en classe 40 est là et il est super intéressant. Mais voilà, on ne pouvait pas faire meilleur benchmark, comme on dit, que cette 50e édition de la solitaire. Et c'est ça ça me satisfait parce que pour moi, ça met en valeur les 2 autres victoires que j'ai eues. Alors, du coup, il faut pas que je dise du coup. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque l'autre jour parce que je dis trop souvent du coup dans le podcast, donc j'ai pas pu. Celui-là il a échappé. M'a échappé. J'ai une dernière question parce que du coup, voilà, encore une fois, nous attaquons. Nous sommes à 1h50 de podcast. Je vais battre le record là. Ouais, t'as battu le record là. Mais bon, c'est les podcasts d'été, les gens. Je suis un peu une pipelette aussi. Voilà, les gens ont plus de temps. Mais c'est parfait, c'est parfait. C'est pas moi qui va faire de critiques sur les gens qui parlent beaucoup. Dernière question sur le projet Vendée Globe. Oui. Il y a un paramètre important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire le Vendée Globe. Il y a une course à la qualif, il y a un système de qualification qui est lié au nombre de 1000. Comment tu te situes justement dans ce cadre-là? Écoute, sur ce bateau-là, tu n'as pas de 1000? Non, parce que j'ai fait une Transat Jacques Vabre qui ne compte pas. Donc, on va rappeler que le but, c'est de cumuler des 1000 en course en IMOCA pour obtenir sa qualification. Voilà, et partiront ceux qui ont le plus de 1000. Aujourd'hui, c'est limité à 30 en cas de dépassement du nombre de concurrents. Voilà. Pour l'instant, on est bien parti pour dépasser. Et on est entre 35 et 40 concurrents. Voilà. Alors moi, j'ai 36 de notés, mais bon, effectivement, il y a plein de projets. Donc aujourd'hui, il resterait, si on enlève les gens qui ont déjà cumulé globalement assez de 1000, ou qui ont un petit peu, on va dire, trop d'avance, il resterait 6 places pour 12 projets. Donc c'est une situation qui est compliquée, mais qu'on essaye tous les jours de débloquer, parce que, en fait, j'estime, en tout cas à titre personnel, que les critères qui ont été décidés, et je crois que je faisais partie des gens qui ont décidé ces critères-là aussi, parce qu'ils nous ont été présentés à une AG de la classe IMOCA, et personne n'a tilté. Donc il faut être honnête là-dessus, je pense, tous. Ces critères ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, ils mettent à beaucoup trop tard la fin de la qualification, qui va être au 1er juillet 2020. C'est-à-dire que cette année, on va faire la Fastnet Race, la Jacques Vabre qui va compter, et l'année prochaine, on fait The Transat entre Brest et Charleston, puis la New York Vendée de retour. Et à l'arrivée de la New York Vendée seulement, on aura la réponse. Sauf que la réalité, c'est que on est à 4 mois du Vendée Globe, à la fin de la New York Vendée, tout le monde est en place, tout le monde est financé, et que ce n'est pas le moment de décider qui va ou ne va pas aller au Vendée Globe. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là. Et pour rajouter, parce que là, on est en multicouche sur ce sujet-là, les 12 projets qui cherchent à se qualifier pour ces, on va dire, pour l'instant, 6 dernières places, sont des projets sérieux. Dedans, on retrouve PRB, Banque Pop, Benjamin Dutreux, mais aussi Miranda Meron, MACSF avec Isabelle Josque. C'est des gens qui tiennent la route, c'est des gens qui sont financés sur le long terme, et à qui il va être très très dur d'expliquer qu'ils ne pourraient pas prendre part. Parce que là, en gros, dans les prochaines courses, le moindre abandon nous met en bas de la liste des qualifiés. Donc, ça va être très très, très compliqué, et l'organisation du Vendée Globe le réalise bien. Ça va être dur de dire non, et on est plutôt à essayer de trouver des solutions. Donc, par exemple, un projet comme le mien qui arrive tard sur la sélection, on va dire, ou dans le circuit, on est prêt à se mettre sur un autre ponton que le ponton d'honneur du Vendée Globe pour y être quand même. Et même, on va dire, mes prospects, mes sponsors potentiels sont prêts à l'accepter aussi, parce que faire partie du Vendée Globe, c'est plus important qu'autre chose. Et donc, on est plutôt aujourd'hui avec la Fédération française de voile, avec un petit peu tous les acteurs de l'IMOCA, à être force de proposition, en tout cas dans les solutions, pour qu'on soit tous au départ, parce qu'il est inconcevable d'éliminer quelqu'un, ou en tout cas un projet sérieux, au milieu de l'été 2020, à quelques mois du Vendée Globe. Donc voilà, donc ça c'est pas quelque chose qui est facile pour convaincre les sponsors, forcément, mais je pense que globalement la situation va dans le bon sens, et qu'il faut
et qu'il faut foncer et qu'on n'a pas le choix et que l'opportunité est trop belle et qu'il y a, voilà, les solutions, ça existera toujours. Et surtout, je pense qu'au final, c'est difficile de refuser les projets qui tiennent la route. C'est pas, voilà. Donc le problème, c'est l'incertitude. C'est de savoir. Voilà, il y a une incertitude, mais bon, on sait que. J'ai envie de te dire, on sait que comme dans toute situation, il n'y a que des solutions et ça passera par une solution. C'est tout. C'est pas. Et ça va être très très dur de dire aux gens, parce qu'on est. En fait, ce système-là est capable de dire à des gens, ça fait 3 ans que vous êtes sur le circuit, mais vous n'allez pas aller au Vendée Globe. Et c'est là où en fait on tombe dans un système. Autant dire à un projet hyper tardif, tu vas pas au Vendée parce que tu n'as pas participé au circuit, c'est pas forcément un problème. Et en fait aujourd'hui, il y a pour être complet avec toi, il y a 2 soucis. C'est qu'on sent que ça va potentiellement bouger, le nombre de places, au moins de quelques-unes, de combien je ne sais pas. Donc on essaye tous de jouer des coudes pour ça, mais aujourd'hui c'est limité à 30. Et on est, comment dire, il y a personne ne peut nous certifier que ça ne va pas bouger. Ouais. Et là ça crée la double incertitude en fait. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué pour les organisateurs, mais moi je demande aujourd'hui en fait. Si on te disait non, t'as aucune chance, c'est pas la peine de te lancer. Exactement. Demain on me dit, mais là il y a encore. C'est 30 places, Johan. Il n'y a pas une de plus. Pas une de plus, probablement qu'on arrête. Parce que c'est pas raisonnable et je veux pas embarquer des gens et gâcher l'argent des sponsors là-dedans. Il y a des signaux qui disent ça peut. Alors que tous les signaux sont en train de dire que ça va bouger. Parce qu'ils n'auront globalement pas vraiment le choix. Parce que tu peux pas jouer avec la carrière des gens comme ça. Et qu'il faut être honnête avec soi-même. On a mis en place le mauvais système de qualification. Donc voilà. Donc moi, si demain on me répond, Johan, c'est 30 places et c'est tout. Ok, je vais aller chercher ailleurs. Mais comme c'est pas le cas, je persévère. Très bien. Eh ben, écoute, on te souhaite de te retrouver donc dans le bassin du port de pêche, sans doute, si tout va bien. Peut-être bien. Ouais. Le 6 novembre 2020 8 novembre 2020. 8 novembre. C'est pour voir si tu connaissais mieux les dates du futur que les dates du passé. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce très long enregistrement, mais passionnant. On a appris plein de choses. Bonne continuation à toi, bon bouclage des derniers dossiers avant d'aller faire un petit peu d'IMOCA et faire le Fastnet. Nous on se retrouve fin août pour un nouvel épisode avec un autre marin ou une autre skippeuse. On n'a pas encore choisi, on verra ça. Si vous avez apprécié ce long podcast à écouter en plusieurs épisodes sur la plage, je vous conseille de mettre 5 étoiles. C'est comme ça qu'on monte dans les référencements et qu'on a de plus en plus d'auditeurs. Et puis ça nous fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, merci Yann, bonnes vacances. Merci à tous, bonnes vacances.